Salut les Wargamers, c'est Evie de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Miladin pour vous présenter le nouveau livre d'armée pour Warhammer Age of Sigmar avec les Ossiarch Bone Reaper. Mais avant ça, tu connais HeroQuest? Non, dis-moi plus. Eh bien écoute, cette vidéo est sponsorisée par Arcada Studio qui sort une nouvelle version de Erune qui est tout simplement un Dungeon Crawler 2.0. Pour les personnes qui suivent French Wargame Studio depuis quelques années maintenant, faut savoir qu'on avait déjà fait du contenu sur Erune en 2021 pour le lancement du jeu. Erune est donc un jeu de plateau utilisant des figurines dans le style d'un Dungeon Crawler, mais c'est un peu plus quand même. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme barbare ludique de Dungeon Crawler, c'est tout simplement un jeu de plateau utilisant des figurines dans lequel vous allez pouvoir choisir un héros et l'incarner, soit pour une partie en one-shot, soit pour une campagne. Si je peux faire un appel à tous les éditeurs aussi bien de jeux vidéo que de Dungeon Crawler, faut arrêter de mettre des araignées partout. On n'a pas envie de les retrouver dans les mondes de l'imaginaire, ok? Elles nous cassent les couilles. Les vraies particularités de Erune vont être diverses. Déjà, la première, c'est que la personne qui devrait être normalement le maître du jeu va être un joueur à part entière, jouer une partie des mobs, c'est-à-dire des figurines ennemies, et lui aussi va avoir ses propres objectifs. Et la vraie force de Erune, en plus d'avoir des figurines vraiment jolies et un style qui lui est propre, c'est le fait d'être accompagné par une application mobile. Cette application va vous accompagner tout au long de la partie, soit avec des lectures immersives des scénarios avec des voix assez connues, mais aussi pour tout ce qui va être génération des cartes, des loots et de toutes les péripéties qui vont se passer pendant les parties. Et comme je le disais, si vous n'êtes pas non plus le profil à devoir lire une quarantaine de pages pour pouvoir jouer, là c'est littéralement l'application qui, avec sa voix, va vous guider aussi au niveau des règles. Et donc, Erune Adventure s'offre une réédition complète par rapport à la version de 2021. Le gros travail a été fait sur l'application et son intelligence. L'un des plus gros changements, c'est donc la refonte complète de celle-ci. Ici, c'est pas juste une mise à jour cosmétique, l'objectif est clairement d'améliorer l'expérience en jeu. L'application n'est plus juste un support, elle incarne l'esprit d'Erune, elle guide les joueurs, gère les événements. Les interactions sont beaucoup plus fluides, on n'est plus uniquement sur du vocal, mais aussi sur une interface avec des boutons et des choix à l'écran, ce qui rend les échanges avec l'application plus simple, plus rapide et surtout plus confortable pendant la partie. Le résultat, Erune Adventure devient le digne héritier d'un dungeon crawler assez connu de notre communauté comme HeroQuest. Ça va parler aux rôlistes, aux joueurs de jeux de plateau et bien évidemment à tous les hobbyistes. Et donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, peindre les figurines ainsi que les différents éléments de terrain pour faire votre propre univers. Et certaines figurines que vous voyez ici proviennent aussi d'une extension à venir, Erune Light and Darkness. Cette extension sortira courant avril après la livraison des différents backers puisque celui-ci a été réalisé dans le cadre d'un crowdfunding et profitera énormément de toutes les mises à jour, notamment au niveau du déplacement des monstres, bien évidemment de l'évolution du lore dépendamment de sa campagne. La réédition et l'évolution de la boîte Erune Adventure sera disponible à partir du 13 février dans toutes les boutiques ludiques de qualité. Et plus personnellement, je trouve ça super intéressant de voir à la fois Arcada Studio grandir tout autour de plein de projets et aussi Erune évoluer par rapport à plein d'améliorations, que ce soit autour du cosmétique mais aussi de la vraie expérience de jeu. On peut vous mettre des anciennes images de la partie qu'on avait fait en live avec Itchy et Pride. Ouais, on a vieilli. Mais alors qu'à l'époque on sentait qu'ils cherchaient plus une prouesse technique d'intégrer une forme d'application qui allait vous accompagner dans le jeu, maintenant elle est complètement intégrée aussi au niveau des profils et finalement cette prouesse technique d'ajouter une application mobile n'est plus juste là pour faire plaisir aux geeks comme moi, mais va réellement augmenter la fluidité du jeu ainsi que l'immersion. Je rappelle bien évidemment que l'application est complètement gratuite, vous avez juste besoin du jeu et que si vous cherchez un jeu sur lequel vous allez être accompagné notamment par l'application mobile mais qui ne va pas pour autant vous infantiliser, Erune est fait pour vous. Je mettrai donc en description de cette vidéo un lien vers l'éditeur Arcada Studio qui propose Erune et je vous rappelle que celui-ci sera disponible à la vente dans toutes les bonnes boutiques à partir du 13 février. Très surpris de voir l'actualité de dingue sur Warhammer Age of Sigmar, on sort tout juste de la sortie des deux nouveaux livres d'armée autour des Luminettes, donc des hauts elfes refaits sur Warhammer Age of Sigmar, et aussi d'un des dieux sombres avec Tzeentch. Là, Game Workshop fait la surprise d'arriver avec une armée de la mort. Première fois d'ailleurs que tu fais un Codex Review, en tout cas un Battle Tome Review sur une des armées qui te concerne, puisque tu es quand même reconnu au niveau du compétitif français pour justement être un ambassadeur de Nagash. Qui sont ces gars ? Et bien déjà très content de faire ce BT Review de la mort enfin sur FWS. Alors qui sont les Ossiarch? Les Ossiarch, c'est la vision de ce qu'est la nécrotopie pour Nagash. Nagash, il veut instaurer la nécrotopie dans tous les royaumes mortels, c'est-à-dire avoir tout à ses ordres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Ossiarch sont conçus non seulement physiquement, mais spirituellement par plein de vivants qu'on a dépecés au niveau des os et au niveau de l'âme pour reconstruire des êtres qui sont parfaits pour conquérir les royaumes mortels et instaurer le règne de Nagash sans le chaos, sans l'ordre, sans la destruction sur les royaumes mortels.
pour Nagash, les Ossiarchs, c'est simplement l'armée parfaite. Pour illustrer un petit peu aussi donc le paysage de la mort dans Warhammer Age of Sigmar, on a les Flesh Eaters courtes, tu peux nous les présenter ? Les Flesh Eaters courtes, c'est un peu une anomalie du point de vue de Nagash, encore une fois. C'est issu en fait d'un bisbee un peu bizarre du Shoran qui en fait aurait complètement pété un câble, je vous la fais courte, et qui du coup aurait transmis son pétage de câble de façon très organique et maladive à tous ses descendants qui derrière auraient transmis aussi leur désillusion à des mortels qui deviendront des ghouls ou des horreurs, etc., etc. Donc c'est un peu une anomalie que Nagash aurait essayé d'éradiquer mais qu'il n'arrive pas à éradiquer, et du coup il fait avec tant bien que mal, mais au final pour l'instant ça lui sert plus que ça ne lui dessert, donc c'est tant mieux. Ok, on a aussi les Nighthawns qui est arrivé sur la 2e édition de Warhammer Age of Sigmar, qui avait apporté énormément d'innovation déjà au niveau du plastique, un style aussi très particulier. Ils avaient aussi été très forts d'ailleurs dans cette 4e édition d'AOS. Comment eux tu les définirais ? Eux, c'est un peu une arme venue d'ailleurs. Il y avait quelques petites unités Nighthaunt au début, fluffiquement, de Age of Sigmar au niveau de l'histoire. Et après, quand Nagash a lâché son nécroséisme, qui a donné du coup la 2e édition d'Age of Sigmar, ça a provoqué l'émergence de beaucoup de fantômes. Et c'est à ce moment-là que Nagash s'est dit: je vais utiliser cette arme. Lui, il les voit plus comme des armes. Je vais prendre cette ressource d'ectoplasme et d'âme et je vais en faire une armée. Et il est parti choper Olinder dans des sous-mondes un peu bizarroïdes. Il lui a dit: toi, tu m'as bien cassé les bonbons quand tu étais vivante, et ben maintenant tu vas me servir dans ta mort et tu vas devenir le général et la leaduse de ces armes ectoplasmiques, justement pour accomplir mon objectif de détruire mes ennemis et régner sur les royaumes mortels. Yes, et il nous reste les Soulblight. Les Soulblight, c'est l'armée emblématique de la mort, mais en même temps c'est une armée que Nagash n'aime pas tant que ça. Il est obligé de faire avec les Soulblight parce que les vampires ont une certaine liberté de conscience et une certaine liberté d'action que Nagash utilise certes à bon escient, mais qu'il compte à un moment donné supprimer pour réinstaurer sa nécrotopie, parce que forcément quand t'as Manfred qui est connu pour faire des backstabs dans tous les sens, et Neferata qui aime bien être assez libre, c'est vrai que les Soulblight sont une force très difficile à maîtriser et qui pour le coup est versatile, et du coup les Soulblight c'est un peu l'élite noble de la mort comparée à l'élite soldatesque qu'on a du côté des Ossiarchs, et forcément Nagash a volonté de réduire à néant au moins les Soulblight et au moins les Flesh Eaters courts pour garder sa force de frappe que sont les Nighthaunt et sa force élitiste et soldatesque que sont les Ossiarchs. Ok, nickel, merci beaucoup pour cette explication. Je trouvais ça déjà assez rigolo d'avoir la vision des différentes armées de la mort, au moins au niveau du lore. Je rappelle que Nagash est le dieu de la mort, et c'est même rigolo parce qu'on est dans un univers qui est beaucoup moins manichéen qu'avant, parce que historiquement on pensait que l'ordre était le bien et que finalement Sigmar, le dieu de l'ordre, était le bien, et on se rend compte notamment au fur et à mesure que Game Workshop étoffe le lore de Warhammer Age of Sigmar, et c'est pas le cas puisque c'est même d'ailleurs Sigmar qui a pas été cool vis-à-vis de Nagash, qui devait normalement hériter de toutes les âmes du passage des vivants à la mort. C'est donc pour comprendre que je t'avais demandé cet exercice, pour voir que les Ossiarchs, c'est vraiment une phalange d'armées qui finalement est assez propre de ce qu'on pourrait imaginer dans de la théorie. C'est ce qu'on avait dit quand on avait vu les nouveaux nains du chaos. On va avoir des petits gars avec des boucliers qui vont être la phalange centrale, on va avoir des petits électrons libres qui vont être soit des unités d'assassins, soit des cavaleries, et derrière on va avoir une backline avec du tir, ce qu'on n'a jamais vu dans la mort. Il y a toujours eu justement des catapultes et ainsi de suite, mais là on va avoir la possibilité de faire des phalanges aussi d'archers. Oui. Donc très intéressant par rapport ensuite au fait que c'était une armée relativement jeune dans le monde de Warhammer, qui vient pas justement de Warhammer Battle, mais qui est une vraie création de Warhammer Age of Sigmar, qui souffrait peut-être un petit peu d'un manque d'entrée. Pour amener un petit peu moins de rejouabilité. On avait un gameplay très élitiste avec, on va dire, des anciennes entrées, et on avait justement aussi un gameplay un petit peu plus masse avec ces petits squelettes dont tu nous as parlé tout à l'heure. Là finalement, qu'est-ce que t'attendais de cette nouvelle version du livre d'armée pour la 4e ? Alors, plusieurs choses. Déjà, on savait que dernièrement, Games Workshop prenait les index et renversait un peu les règles du jeu par rapport au BT qu'ils allaient sortir. Donc, ils voulaient vraiment se déporter des index et faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est fait. Mais aussi, quand on a appris qu'il allait y avoir de nouvelles entrées, donc les archers, les assassins, les chariots, là, ce que je me suis dit, c'était: j'espère qu'on va partir sur quelque chose de moins élitiste, moins centré autour de Catacross par exemple, et d'unités d'Immortis et de Stalker, et peut-être de packs de cavalerie, pour se déporter un peu plus sur peut-être ce qu'on avait trop vécu au début de la V2, c'est-à-dire beaucoup d'infanterie de base, mais à l'époque il n'y avait que les Mortec. Là on va avoir des archers, des assassins, donc
j'attendais vraiment à ce qu'on ait quelque chose de plus polyvalent et de plus riche en termes de possibilités de création de listes et d'armées. Et honnêtement, je pense que c'est mission accomplie de la part de Games Workshop dans la variété qui nous est proposée et dans les possibilités qui nous sont données. C'est vraiment magnifique. Je vous affiche ici une photo d'armée et vraiment on est dans du White Dwarf, c'est-à-dire qu'on est dans l'imaginaire et ça matche très bien finalement avec les gameplays qui vont être possibles. Là d'ailleurs on parle de style de jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette armée toi justement après plusieurs lectures? Est-ce que tu penses qu'il n'y a qu'un seul build qui va marcher? Est-ce qu'en termes de collection c'est plutôt sympa? Ça m'amènera aussi à la question de l'équilibrage interne du livre. Alors en termes de style de jeu, avant durant l'index c'était quelque chose de très élitiste, ça bougeait pas très vite, t'étais bon sur certains scénarios, pas d'autres. Là aujourd'hui, surtout vis-à-vis des coups en point qu'on a pu voir qui vont tendre vers un peu plus d'infanterie et de multiple small units, donc plusieurs petites unités, donc ce qu'on appelle le MSU. Aujourd'hui, on va avoir un BT qui nous donne plus de possibilités. On peut rester dans l'élitiste, soit avec Katakros, soit avec Nagash, avec des packs de Morghast et un Goat Izar, le Goat Izar, je tiens à dire. Mais de l'autre côté, on va avoir le plaisir, enfin, d'afficher peut-être des lignes de Mortek avec derrière un peu de cavalerie, un peu de chariot, des unités d'archers et des catapultes. Et en vrai, ça marcherait très bien, guidé par un ou deux héros, petits ou sur cavalerie, enfin sur cheval ou sur chariot. Honnêtement, il y a de quoi tout faire. Et puis même, on peut faire de la full cavalerie. Ce serait vraiment pas déconnant. On a une armée de renom qui nous permet de le faire. On peut faire quelque chose qui est plus orienté sur quelque chose d'élitiste comme avant, même si ça va demander de gérer nos ressources différemment d'avant. Et au final, non, je pense que Games Workshop a très bien réussi la variétisation de l'Ossiarch. Je me permets d'inventer des mots, mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est mission accomplie et bravo encore Games Workshop. Yes, donc en termes d'équilibrage interne, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la première version des coups en point, encore une fois, je rappelle que Games Workshop rééquilibre ses jeux tous les 3 mois à peu près, avec alors très rarement ce qu'on appelle des change rules, mais la plupart du temps, ça se fait autour des points. Là, donc l'équilibrage interne, il est respecté. T'as pas 2-3 unités que tu vas avoir envie de jouer tout le temps qui sont pétées, et vraiment, tu vas pouvoir te faire plaisir régulièrement. Oui, il y a ça, et il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de capacités qui sont dues une fois par tour, qui font qu'on ne va pas se retrouver dans les choses qu'on avait de très frustrantes, par exemple chez Caradron, où tu spammais la même unité, qui était pas très chère, et qui du coup faisait la même capacité, et qui faisait les mêmes choses, et qui du coup provoquait à chaque fois trop de frustration face aux adversaires, et qui demandait à attendre peut-être 3 mois ou 6 mois pour être faqué lors d'un battle scroll. Là on a peut-être même trop de garde-fous. Vous allez voir que certains joueurs OBR vont être un peu surpris par ce nouveau BT parce qu'on change vraiment du tout au tout en termes de style de jeu, à mon avis. Il y a beaucoup plus de garde-fous qui sont implémentés, peut-être même plus que dans le Luminette ou dans le Zinch, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que Games Workshop a conscience des forces qu'elle peut induire dans certaines armées et des limitations qu'elle peut aussi mettre pour justement limiter trop de frustration. J'en parlais, on est vraiment dans une très bonne période encore une fois pour Age of Sigmar parce que, alors peut-être que certains n'aiment pas la saison par rapport à elle, mais en tout cas on est très content de voir que Game Workshop, alors qu'on est à peu près à 50% on va dire de ce que pourrait être la durée de vie d'une version, c'est ça. Bah justement elle vend dans le dos et ça c'est très 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 cool. T'as parlé aussi justement d'autres armées, on sort quand même de BT Review, je pense à Zinch qui en tout cas permet de complètement polariser la géométrie de la table, on parle aussi de Luminette qui permet de tout faire à partir du moment où tu as une orientation et un plan de jeu que tu déroules, mais qui ont l'air quand même relativement forts par rapport à ce qui se fait. Là, est-ce que tu penses qu'avec les Osiarques, on est un peu dans du power crypt, au contraire, comment est-ce que ça va se jouer aussi sur l'équilibrage externe du livre? Alors, je suis un peu plus dubitatif sur l'équilibrage externe. Je pense que, à première vue, la première lecture que je me suis faite du BT, je me suis dit, ah ouais, ils ont pris un coup de massue. Et après, quand il a fallu lire entre les lignes, je me suis dit, ok, non, il y a des choses intéressantes, vu les coups en point aussi. C'est pas une armée qui va être fatale dans les tournois, que ce soit en solo ou en équipe. C'est une armée qui va être facile à jouer, mais qui va prendre beaucoup de temps pour performer avec. Il va falloir trouver entre les lignes les trucs qui sont assez forts. Là où, dans Luminette, tu peux tout faire. Donc au final, c'est très facile en fait de découvrir un petit truc qui est très très fort. Pareil en Zinch. Tu as beaucoup de trucs où tu peux être très fort avec. Là, en fait, au Osiarch, il va falloir vraiment aller chercher au sein des War Scrolls, au sein des combinaisons d'artefacts, de War Scroll de héros qui va combiner avec un War Scroll d'unité, qui va combiner avec un spell. C'est vrai que là, si vous arrivez à performer avec ce BT, c'est que vous avez vraiment de la graine de gros joueurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas simple à jouer. C'est
à mon avis, simple à jouer, mais ça va peut-être être décourageant au départ en tant que joueur Osiark de se mettre dedans, mais au final, quand vous allez commencer à performer avec, vous allez dire ok, je comprends ce que Games Workshop voulait faire avec ce BT, et en vrai, c'est pas si bête que ça. Ok. Ensuite, on est sur un livre, bon, qui est pour le coup, moi, m'a semblé magnifique, qui fait Il plus est de beau. 100 pages par rapport au prix qu'on peut avoir et qui malheureusement est le même pour tous les livres, même quand ils sont plus petits. Là, on est quand même sur un livre relativement étoffé, donc de plus de 100 pages, avec en plus de ça, une forme de triptyque sur certaines pages qu'on va pouvoir ouvrir et déplier. Ouais. Est-ce que toi, si on t'annonce ce livre, entre guillemets, à un prix indicatif de 50 €, c'est insta-buy, quand tu as tourné les pages, t'as vibré, comment est-ce que t'as ressenti tout ça? Alors, le fan de la mort va dire tout de suite oui. Le joueur d'AOS basique va dire oui aussi. Et je pense que ça reflète aussi ce qu'on a vu sur les précédents BT. Oui, c'est du insta-buy. Si vous êtes joueur Osiark, oui. Si vous avez envie de commencer une armée et que c'est ça qui vous intéresse, oui. C'est un BT qui est très intéressant. Le fluff est insane. Et maintenant, avec la nouvelle gamme de figurines qui vient compléter la première gamme, vous avez juste envie de lécher les pages avec les yeux et de regarder ce que font les peintres de heavy metal et de tous les artistes là qui peignent pour Games Workshop. Donc franchement, non, allez-y, achetez-le. Très intéressant. Au niveau du gameplay, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une armée qui va donc être relativement facile à prendre en main. Donc très bonne première armée, qui va aussi vous apporter une profondeur de jeu qui fait que pour performer avec, justement, il va aller falloir aussi chercher dans ses tripes. Ah oui. Et en termes de modélisme, alors là pour le coup, c'est tout de suite, je pense, voire la meilleure armée pour commencer AOS. Vous êtes sur un résultat ultra satisfaisant avec de la gamme contraste, des jus, ce que vous voulez. Vous êtes en plus de ça sur des figurines où ça se voit que c'est fait pour être peint en peinture au numéro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez les volumes, vous aurez un résultat qui va claquer, même si vous êtes un débutant. Et ça, c'est très satisfaisant, c'est encourageant. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Là, vous pouvez vraiment, avec juste quelques petites couches de base de contraste et compagnie, moi c'est ce que j'avais fait avec les Osiark que j'avais peint pour la première fois. Je me suis pris pour un hyper bon peintre alors que j'ai jamais vraiment eu l'habitude d'être un très gros peintre, surtout à l'époque. Là maintenant je m'applique beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est une armée qui vous engage très facilement à peindre et de peindre plus souvent, et après vous allez vous dire écoutez, j'ai fait quand même les efforts de tout peindre, de mettre les couches de base avec peut-être un peu plus de lining, et là j'ai envie de me donner un peu plus à fond, et vous allez voir que c'est des figurines qui se subliment beaucoup plus facilement et beaucoup mieux quand vous donnez l'effort, de peindre comme un ouf. Et franchement, c'est une des armées, bon ça a toujours été la mort, blablabla, je vais le répéter très souvent, mais c'est une des armées qui m'a donné le plus de plaisir à peindre, surtout quand c'était de la horde. Et Dieu sait que j'en ai peint de la horde et c'est pas tout le temps que ça fait plaisir. Donc voilà. Yes. On va maintenant les amis rentrer dans le dur de cette armée avec la règle de faction, le trait de bataille. On va déjà se mettre d'accord sur le wording. Osiark Bone Reaper, globalement c'est appelé collecteur Osiark. Ici très simple, une fois par round, au début d'ailleurs de chaque round de bataille, je rappelle qu'un round c'est 2 tours, un joueur, l'autre joueur, une fois que les deux ont joué, c'est la fin d'un round. Ici, vous allez pouvoir choisir un des personnages qui a le mot-clé héros collecteur Osiark. En général, soit au niveau donc des mots-clés, soit tout simplement au niveau de sa fiche d'unité, vous allez avoir un petit numéro en violet. Ça va correspondre à sa discipline inflexible. Vous allez donc pouvoir prendre le héros qui vous plaît de votre phase de héros, souvent celui qui vous donne le plus de points. Globalement, on est entre 3 et 7, voire 10 pour un pion que vous allez pouvoir ensuite dépenser tout au long du round. À la fin du round, les points non utilisés sont perdus. Pour les joueurs Osiark historiques, malheureusement, vous allez subir ça un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, un petit coup de massue, c'est-à-dire un nerf. En réalité, il faut le prendre comme une nouvelle version de l'armée, c'est-à-dire qu'il va falloir tout simplement oublier le passé et apprendre à vivre avec cette nouvelle version. La première façon de dépenser ces points, ça va être à votre phase de mouvement, marche implacable. Vous allez dépenser sur une unité 1 point, 2 points si celle-ci a été renforcée, c'est-à-dire si vous avez décidé de doubler son coût en points pour doubler ses effectifs, alors vous allez pouvoir ajouter 3 pouces à sa caractéristique de mouvement, mais par contre vous ne pourrez pas courir. Alors, c'est là qu'on va avoir le premier petit bémol. On parlait d'un ressenti de coup de massue. Je comprends le garde-fou qu'ils ont voulu mettre. Quand on va mettre en lien sur les War Scrolls le nombre de points de discipline inflexible potentiels en fonction des héros avec ce genre de garde-fou, c'est-à-dire 1 point pour une simple unité, 2 points si l'unité est renforcée et qu'elle a plus de la moitié de son effectif encore actif sur table, c'est vrai qu'on va commencer à manquer un peu de points de discipline inflexible théoriquement quand on se base justement sur le livre. Et du coup, ça fait que avant, dans l'index, on faisait tout gratuitement. Il fallait juste choisir quel effet tu voulais. Là maintenant, il va falloir dépenser des ressources qui sont quand même assez rares. Il y a des façons de gagner des ressources, mais c'est assez rare aussi. Donc
Là, pour avancer de 3 pas en plus sans pouvoir courir, il va falloir très très vite choisir si ça c'est une capacité que vous voulez engranger et du coup faire dépenser des points ou non. Vous allez voir que vous allez être très 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 économe avec vos ressources et ça va justement avoir un impact sur toutes les capacités que vous allez pouvoir choisir et c'est vrai que vous n'allez peut-être pas avoir assez de points pour tout ce que vous voulez faire. Alors, je suis d'accord, là plus spécifiquement, pouvoir donner 3 pouces à une unité, ça permet aussi potentiellement, encore une fois, à ta phalange centrale de prendre la table, de aussi tout simplement accompagner les électrons libres qu'on va avoir avec des petits assassins, parce que oui, il y en a maintenant, Oui. et c'est une vraie pépite pour le coup, ou même de la cave. Bien sûr. Alors forcément, sur la cavalerie, c'est très bien. Sur les unités qui avancent que de 4, on va en voir, c'est nickel aussi, parce que là, du coup, on avance de 7. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès à la course avec cette capacité, sachant qu'on va dépenser 2 points sur une unité, par exemple, de 20 Mortec garde, pour justement avoir un mouvement de 6 ou 7 ou 8, mais au final, ne pas pouvoir courir. En fait, c'est comme si tu avais une course assurée de 3. Est-ce que tu vas vouloir dépenser 1 point ou 2 pour une course assurée de 3, tout en ayant la possibilité de charger après? Ça va vraiment être dépendant de tes situations. On aura l'occasion de redébattre de ce point quand on a revu les formations. Exactement, exactement. Ensuite, deuxième façon de dépenser ces petits points de discipline inflexible, ça va être la retraite impassible. C'est toujours à votre phase de mouvement, même principe. 1 point si vous n'êtes pas renforcé, 2 points si vous êtes renforcé, et vous allez pouvoir charger à un tour où vous avez fait un repli. Attention, vous prendrez quand même les blessures mortelles. C'est ça. C'est exactement pareil que la capacité qu'on avait durant l'index où on pouvait entièrement à 12 ou à 18 de catacros, si c'était catacros, donner le repli et charge pour la suite du tour. Là, je trouve que c'est très logique d'écrire cette discipline inflexible là. Ça veut dire par contre que vous ne pouvez pas donner et plus 3 mouvements et le retreat et charge à la même unité parce que vous ne devez pas avoir utilisé sur l'unité cible une autre discipline inflexible à cette phase. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne capacité, c'est une très bonne façon de mettre un coup sur cette capacité-là, parce que c'est vrai que dans l'index, c'était un peu fort de juste dire « Toi, tu vas donner telle capacité à tout le monde entièrement à 12 ou 18 ». Mais en tout cas, celle-là, je trouve qu'elle est très bien. Ok, on continue avec une vraie nouveauté pour le coup, extermination impitoyable. Une fois par tour, au moment où vous allez déclarer une aptitude de tir, vous allez pour 1 point, 2 points, si vous êtes renforcé, vous commencez à comprendre, soustraire de 1 léger de protection contre la cible de l'attaque de tir. Celle-là, c'est une pépite. C'est une pépite parce qu'on va voir que les archers sont pas mauvais et que les catapultes sont très fortes. Donc honnêtement, moi, c'est une des auto-includes quand vous allez... alors déjà, quand vous allez construire votre liste, vous allez penser à cette discipline inflexible-là. Et quand vous allez commencer à planifier votre tour, que vous ayez des catapultes, que vous rentrez dans votre liste ou des archers, vous allez forcément penser à ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne addition qu'on n'avait pas dans l'index et que ça a été rajouté justement pour les unités de tir qui sont sorties et qu'on avait déjà aussi. Donc, très bon ajout de la part de Games sur ce BT. Complètement, enfin, et vraiment en plus, une armée qui a comme outil la suppression des protections, quoi qu'il arrive, c'est génial. C'est génial. Bah voilà, on va avoir beaucoup d'armées qui ont des protections à 6, notamment dans la mort. Donc là, t'es anti-mort, donc ça c'est cool. Au tir, sachant que la mort a toujours eu cette tendance d'être assez mauvaise contre le tir en face. Là, on va avoir une armée de la mort qui va enlever de la protection, potentiellement contre de la mort avec du tir. Donc ça c'est cool. Pareil, Nurgle, quand vous allez prendre du Luminette en Ward à 5 aussi, ça va être cool de les faire repasser à Ward à 6. Donc franchement, c'est très très cool. Ensuite, on va avoir Assaut sans merci. Très sympa aussi. Là pour le coup, c'est quand vous allez utiliser une aptitude de corps à corps. Alors vous allez dépenser ce nombre de points et vous allez tout simplement avoir plus 1 pour blesser. Attention, je précise que toutes ces aptitudes ne sont pas jusqu'à la fin de la phase, c'est après l'activation que ça prend fin. Alors, oui, ça a l'air d'être un nerf. Maintenant, c'est vrai que dans l'index, on n'avait pas d'itération où on tapait 2 fois. Donc au final, ça revient au même. Mais du coup, ce qui est relou, c'est que avant, c'était en bulle à tout le monde. Là maintenant, c'est une unité qui va taper une fois et qui va du coup dire « Oui, je veux avoir mon +1 pour blesser ». Donc du coup, vous allez devoir choisir encore une fois à qui vous attribuez vos ressources. Sachant qu'on verra plus tard que le fait que c'est que pour une seule aptitude de corps à corps, on va voir que on a la possibilité de taper 2 fois cette fois-ci, grâce au grand Papa Cross. Mais en tout cas, c'est vrai que en tant qu'ancien joueur Ossiark, vous pouvez vous dire c'est vrai que là j'ai un petit downgrade. C'est pas grave, on a eu la discipline inflexible du tir pour pallier à ça, donc c'est cool. Et on termine avec la Légion. Tout simplement, dès que votre adversaire va utiliser une aptitude d'attaque, tir et corps à corps pour un pion de discipline, 2 si vous êtes renforcé, alors vous allez avoir une protection à 5. Alors, il y en a qui vont penser que, encore une fois, c'est un coup de massue parce que
c'est que sur l'attaque de corps à corps et pas sur toute la phase qu'on va avoir la ward à 5. Cependant, là, ce qu'on gagne, c'est qu'on peut l'avoir sur la phase de tir. C'est-à-dire, dès qu'on va être ciblé par une attaque de tir, là, on va pouvoir se mettre la ward à 5, là où avant, c'était que pendant la phase de combat. Juste, il faut aussi rappeler, c'est une armée qui tank fort, l'Osiark. Oui. C'est une armée élitiste, ils ont besoin de ça. Bien sûr. Mais, wow, le 5 plus on-demand, comment faire vriller les stats adverses et ainsi de suite, c'est aussi génial. Hein. Bah, sachant que toi, tu te mets une 5+, et ensuite, tu enlèves la 5+, ou en tout cas, tu la dégrades à un 6+, c'est vrai que là, ça commence à être un bon échange de ressources. Donc, c'est plutôt honnête. Je vais dire qu'on a un petit nerf si on fait une comparaison entre l'index et le BT. Cependant, on va voir que dans les traits de bataille et dans les artefacts et dans les war scrolls, on a un changement qui est tel qu'on peut même plus comparer les deux index, c'est comme si on comparait deux BT différents. Voilà, c'est même plus Osiark index et Osiark BT, c'est comme si tu comparais le Luminette avec le Dr. Et écoute, Arcane. tournons la page, on ne regardera plus et on ne parlera donc plus de nerf. Maintenant, Yes, on va vraiment se focaliser absolument. sur aujourd'hui, c'est quoi commencer Osiark, ou en tout cas jouer Osiark en 2026. Exactement. On vient de terminer donc la règle générique de l'armée. Encore une fois, je vous rappelle, dépendamment des personnages, vous aurez, alors bien évidemment, si vous prenez un personnage manchot, il ne donnera que 3 points. Mais si vous prenez des personnages un petit peu plus burnés, vous en aurez en moyenne 6, 7, voire 1 qui peut en donner 10. C'est ça. Globalement, tu penses quoi, toi, de cette règle d'armée? Le fait d'avoir des aptitudes à la demande, qui te permet justement, au moment où c'est important, de pouvoir briller, est-ce que finalement, c'est pas ça que t'attends? Absolument. C'est d'ailleurs la première chose qu'on avait eue avec les Osiark quand ils étaient sortis en V2. On générait des points de discipline inflexibles en fonction du nombre de héros à l'époque. Là, ils sont passés sur un simple truc de tel héros te donne tant de points, ce qui est beaucoup plus simple déjà pour soi et pour l'adversaire. Ouais. C'est beaucoup plus lisible. Et en même temps, ça permet justement de construire sa liste autour d'un héros spécifique, ce qui est déjà fluffiquement hyper intéressant. Et au niveau de la construction de liste juste méta, c'est tout aussi intéressant. Je dirais que le ressenti est qu'il y a peut-être un poil de points de discipline inflexibles qui ne sont pas disponibles. Je pense qu'il manque peut-être 1 ou 2 points par War Scroll. Mais encore une fois, ça sera prouvé sur table. Peut-être qu'au final, les War Scrolls vont traduire quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'avais en tête. Et du coup, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 points de discipline qui manquent sur chaque War Scroll. Mais c'est que mon avis. Ok. Après, de toute façon, ils pourront l'adapter. Et on va Bien aussi sûr. parler justement de comment est-ce qu'on pourrait farmer des points. On va le découvrir tout à l'heure. En tout cas, on va maintenant passer du côté des formations de bataille. On le rappelle, c'est ce qui va permettre de changer un petit peu de gameplay dépendamment de vos parties. Celle-ci est fixe sur votre liste d'armées. On commence par garde frontière, sinistre sentinelle. Les armes de mêlée utilisées par les unités collecteurs Osiark amis ont anti-charge plus un perf à partir du moment où elles sont entièrement en territoire neutre ou à 6 pouces du territoire ami ou ennemi. Eh ben, en gros, vous prenez le milieu de la table et vous dites à votre adversaire, je défends ce point, et si tu me rentres dedans, tu vas être puni. C'est, à mon avis, le meilleur, je vais pas dire le meilleur, mais dans la majorité des builds que vous allez prendre, c'est cette battle formation-là que vous allez prendre. Et honnêtement, c'est plutôt honnête. Et c'est très honnête, et encore une fois, il va aussi falloir qu'on garde en tête, à chaque fois qu'on va lire une unité avec vous, de se dire, ouais, enfin c'est plus un perf. Ouais. Et ça change tout, hein. Ah oui, Donc, c'est plus pareil. ouais. Donc on va avoir une armée qui est assez incisive et qui va, vous allez voir que Osiark va devenir encore plus une armée de réception, mais qui va avoir plus d'atouts à son arc pour pouvoir ensuite contourner son adversaire ou surprendre, passer par derrière, etc., etc. Donc honnêtement, c'est très cool. Je demande une dérogation. Oui. Je vais regarder derrière nous une dernière fois. Une dernière fois. Avec la formation de bataille Légion impitoyable, fer de nadirite. Nadirite, c'est la matière dans laquelle sont faites les armes des Osiark. Et historiquement, en tout cas depuis la 2e édition de Warhammer Age of Sigmar, tous les Osiark avaient la règle crit 2 touches. L'équivalent en tout cas de quand on fait un 6 pour toucher, de faire plus de touches. Là, c'est tout simplement cette formation qui va vous redonner cette règle puisque vous l'avez perdue. Mais encore une fois, tout ça s'équilibre en effet. Donc, choisissez une unité collection Osiark Ami qui a chargé à ce tour, jetez un dé sur un 3+. Les armes et ainsi que les compagnons, ça c'est très rare par contre, vont avoir crit 2 touches. Alors, encore une fois, on a perdu le crit de hit sur toute l'armée. Il y en a certains des War Scrolls qui ont conservé le crit de hit. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à tirer un peu la tronche quand on voit cette battle formation parce que c'est sur un 3+, et c'est sur une unité qui a forcément chargé. Donc là, on a beaucoup de conditions pour aller récupérer quelque chose qu'on avait déjà, sachant qu'on a un spell qui peut nous permettre de l'avoir, de le récupérer ou alors de l'améliorer. C'est celui que j'irai le moins choisir. Ok. Ensuite, le 3e, Empire inéluctable, Empire silencieux d'ailleurs. Une fois par tour à votre phase de héros, vous allez choisir comme cible une unité ennemie, jeter un dé et sur un 3+, vous allez la passer contrôle d'objectif maximum 1.
sympathique, encore une fois, c'est sur un 3+. Quitte à ce que ce soit que à notre phase de héros, est-ce que ça aurait pas plutôt été préférable d'avoir quelque chose d'automatique ou alors de l'avoir, quitte à avoir un 3+, encore une fois, sur toutes les phases de héros. C'est moyen, je dirais que je préfère encore les 2 premières par rapport à ça, mais c'est sympathique aussi, dépendamment de ce que vous faites en liste. Yes, on parlait ensuite tout à l'heure de marche implacable, donc le fait de dépenser 1 ou 2 points dépendamment si vous êtes renforcé ou pas à la phase de mouvement, et ça vous pouvez le spam sur toutes les unités, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points, pour augmenter de 3 pouces leur valeur de mouvement. Et bah là, conquérant implacable, tout simplement, à chaque fois que vous allez faire un jet de course, ça sera systématiquement 4+ sur votre dé. C'est ça, donc en fait ça permet de ne pas avoir à utiliser la discipline inflexible qui vous fait bouger de 3. Alors par contre vous ne pourrez pas charger, mais en tout cas c'est plutôt sympathique et il faut rappeler que ça marche aussi sur les redéploiements. Donc du coup vous avez un redéploiement automatique à 4. Et là tout de suite c'est beaucoup plus fort. Ah bah oui, parce que là du coup vous dites à votre adversaire, ah t'es à 3 pas de main, bah tu vas avoir minimum une charge à 7. Et c'est pas évident. Donc charge à 7 ça peut se rater. Et encore on va aussi parler tout à l'heure de l'aptitude du terrain, c'est une pépite, Oui. j'allais être plus vulgaire, c'est peut-être même un petit peu fort, c'est un nouveau mécanisme de jeu globalement qui vous empêche d'arriver, dépendamment du round, d'être setupé à côté du décor, mais les meilleurs joueurs, et c'est ça qui va être trop bien en termes de géométrie, vont se faire plaisir. Peut-être que ça sera ça, plus le décor qui fait qu'à tel round, je sais que mon unité elle peut être là. Vraiment, tu parlais tout à l'heure du fait que l'armette est facile à prendre en main, mais c'est aussi là où on va voir les musiciens qui vont avoir leur partition, dépendamment encore une fois des patrons de table et ainsi de suite, pourront se dire ça en disant bah, écoute, je sais que si je touche cette ruine, je suis à portée de mon décor, et comme en fait j'ai le redéploy automatiquement à 4, tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 là, absolument. ça va être une dinguerie quand même. Side note, le décor a littéralement réglé tous les problèmes qu'on avait avec les décors d'AOS. Point final, et on y reviendra plus tard, mais oui, absolument. Yes. En fait, ce que je veux dire aussi, c'est que tu vois, le conquérant est peut-être intéressant là-dessus. Bien Peut-être que sûr. pour l'instant, on le voit pas, on se dit, écoute, c'est juste bien tour 1, tour 2 quand on veut prendre la table. Mais en réalité, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y aura des dingueries en termes de géométrie pour deny des parties de la table. Toi, en tout cas, on vient de voir les 4 formations. C'est quoi tes chouchous? Mon chouchou, c'est clairement les sinistres sentinelles, le fait de pouvoir prendre le milieu de table, parce qu'encore une fois, on parlait du décor, tu prends le milieu de table, tu dis, si tu me rentres dedans, je serai beaucoup plus incisif dans mes attaques, mais en plus de ça, derrière moi, j'ai un décor qui t'empêche d'aller chez moi. Donc au final, ton adversaire, il est cantonné chez lui, tu as de la capacité de retreat de charge, tu as de la capacité de bouger de 3 pouces supplémentaires, au final... t'es pas si lent que ça, comme à l'accoutumée de ce qu'on avait du côté des Ossiarques. Personnellement, c'est celui que je prendrais quasiment tout le temps. Le crit de hit, c'est un peu dommage parce qu'on a ce qu'il faut pour aller le récupérer. Et c'est vrai que le 3+, du côté de la minimisation du control score, bah, c'est encore une fois sur 3+, à notre phase de héros. J'hésiterai toujours entre Sinistre Sentinelle, donc le plus un rend au milieu de table, et la course automatique en comptant le redéploiement à 4 minimum. Ok, on passe maintenant du côté des traits héroïques. Le premier, il est très important par rapport à l'armée, puisque c'est esprit manufacturé. En gros, c'est uniquement une fois par bataille au début d'un round. Vous allez prendre un héros collecteur Ossiarque, qui a donc l'aptitude élite immortelle, sous-entendu le fait que c'est lui qui va avoir un pool de points, on va pouvoir justement dépenser tout au long du round. Et bien là, vous allez pouvoir prendre un héros qui est mort. C'est-à-dire que si jamais vous avez perdu le héros parce qu'il a été sacrifié, que vous avez fait une erreur ou que vous le saviez, et ben là, une fois dans la partie, vous allez quand même dire ok, bah tu sais quoi, Catacross c'est mort, mais c'est pas grave, je vais quand même lui prendre ses 10 points. Et ça, c'est vachement bien. Et ben, ça donne une véritable identité à l'armée que vous allez construire, à la liste que vous allez construire. Et ça, clairement, si vous avez Catacross dans votre liste, c'est le trait héroïque que vous prendrez quasiment tout le temps. Donc honnêtement, c'est très très cool et c'est pas trop frustrant parce que c'est une fois par bataille et ça durera que pour un round de bataille. Donc si vous perdez Catacross T3, vous l'aurez quand même au T4. Ce qui veut dire que votre adversaire sera pas frustré de se reprendre les 10 points de discipline inflexible de Catacross au T5. Donc c'est très bien écrit de la part de Games Workshop et ça donne justement envie d'aller choper Catacross. Donc très bon trait de bataille. Ok, le deuxième, c'est impeccable défenseur. Tout simplement, ignorer le premier dégât à allouer à chaque unité infanterie à la phase de mêlée tant qu'elle est entièrement à 12 pouces de ce héros. Avant qu'il pose infanterie et phase de mêlée, j'allais dire automatique parce que c'est ce qu'on appelle le Cruciator. C'est la règle du Cruciator du côté des Night Haunt où tu ignores entièrement à 12 de lui chaque premier dégât subi sur chaque unité entièrement à 12 à chaque phase. Là, le problème, c'est que c'est à la phase de mêlée. Ça aurait été déjà pas mal si c'était que la phase de mêlée, mais non, c'est que sur l'infanterie. On a plus d'infanterie maintenant, ça c'est cool. On n'a pas que les Immortis et les Stalkers et les Morghast. On a maintenant les Mortal Guard qu'on avait avant, mais aussi les archers et les Reapers, les assassins. Donc ça c'est cool, mais encore une fois, dépenser un trait héroïque pour juste des buffs en phase de mêlée et sur un keyword spécifique, je trouve que c'est dommage.
Ok. Et le dernier va être très fort, volonté impérieuse, réaction quand vous avez annoncé une aptitude de corps à corps et que vous êtes entièrement à 12 pouces du porteur, donc de ce trait héroïque. En gros, vous allez jeter un dé et sur un 2+, infliger autant de dégâts mortels que la valeur du dé à l'unité ennemie. Alors, et en plus, cette capacité peut être utilisée plusieurs fois dans la même phase. Ils ont mis beaucoup de garde-fous. Déjà, c'est pas quand le héros qui a ce trait héroïque qui tape que vous pouvez infliger les D3 blessures mortelles, et aussi vous ne pouvez pas infliger les blessures mortelles si c'est un autre héros qui tape. En plus de ça, il faut que vous n'ayez pas chargé quand vous choisissez votre unité autre qu'un héros pour taper, et en fait vous vous retrouvez dans une configuration de réception, mais de réception qui fait mal. Parce que là, du coup, vous pouvez avoir 4 unités de Mortec Guard par exemple, qui se prennent une unité qui va charger et qui va les engager toutes. Et ben vous avez le premier pack de Mortec Guard qui va taper sur 2+, des 3 blessures mortelles, et ensuite vous tapez. Ensuite une deuxième unité de Mortec Guard qui va taper 2+, des 3 blessures mortelles, et ensuite vous tapez, et ainsi de suite. Donc là en fait on commence à avoir un truc chez les Ossiarques que vous verrez chez aussi beaucoup d'autres unités, c'est que vous commencez à mettre beaucoup de blessures mortelles. La question c'est comment vous allez imbriquer toutes ces façons de mettre les blessures mortelles entre elles dans une liste cohérente. Et si vous arrivez à trouver quelque chose à faire, et ben là vous êtes un bon les gars, et là Nagashi vous kiffe. Ok, globalement sur les 3, c'est quoi ta reco? Ah bah si vous avez Katakros, vous prenez Esprit Manufacturé, ou à la limite si vous avez Xanthos, mais sinon la volonté impérieuse est auto-include clairement. Ok, on passe maintenant du côté des artefacts de pouvoir. Le premier, c'est l'éclat de Nécri. Tout simplement, si le héros qui a cet artefact n'a pas chargé, ne sera touché que sur du 5+. Y a rien à dire, c'est très fort. Parce que là, en plus, ok, vous ne devez pas avoir chargé, mais du coup, vous restez dans une ADN de réception. Mais en plus, si vous n'avez pas chargé, ça peut être aussi pendant la phase de tir. Donc vous pouvez avoir un héros qui, dans la pampa, et qui dit à des unités adverses, bah, mais tu ne toucheras que sur du 5. Hein. Donc au final, ça commence à être compliqué de tuer ce héros, sachant que les héros sont assez tanky. Très 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 bon artefact de pouvoir du côté des Ossiarques, du côté de l'éclat de Nécris. Rien à dire. Ensuite, on va avoir la lame du Nadir. À votre phase de déploiement, vous allez tout simplement choisir un héros qui n'a pas de... Enfin, vous ne pouvez pas appliquer ce bonus à son compagnon, mais globalement, pour tout le reste de la partie, à chaque fois que vous allez faire un jet de blessure de 6, vous allez faire D3 dégâts mortels, en plus des dégâts au corps à corps. Ça a l'air très fort, mais en fait, vous n'allez pas, avec le nombre d'attaques que vous aurez sur la plupart des héros, qui sont buffables par cet artefact, vous n'allez pas avoir beaucoup de moments où vous allez faire 6 au jet de blessure. Il y a un moment où vous allez spike dans 1 ou 2 ou 3 tournois ou dans 5 ou 6 parties de suite où ça va faire très mal, mais au final c'est très situationnel, c'est pas le meilleur des artefacts. Et on termine avec l'amulette de Nyoz. Tout simplement, aucun dégât mortel n'est infligé aux unités Ossiarques à partir du moment où vous êtes entièrement à 12 pouces de ce personnage quand vous allez faire un repli. On parlait d'imbriquer les capacités entre les traits de commandement, les artefacts et compagnie. On parlait du fait qu'on avait une discipline inflexible qui vous permet d'utiliser le retreat et charge, donc le repli et la charge. Là, ça vous permet en plus de ça de ne pas avoir à subir les blessures mortelles. Dans une optique de cavalerie avec du chariot et compagnie, c'est vrai que ça peut être très intéressant. On passe maintenant sur le domaine de sort, le domaine de la sorcellerie othienne. Le premier sort est donc un sort qui va passer sur 2/5, c'est le sort illimité. Je rappelle donc que vous allez pouvoir tenter et même le lancer avec des sorciers différents, mais quand même pouvoir bénéficier de ce bonus plusieurs fois. Très simple, vous allez choisir tout simplement, si vous faites un 5, une unité amie entièrement à 12 pouces du lanceur, et vous allez lui donner crit 2 touches, mais pas sur les compagnons. Et là où c'est cool, c'est que là où on avait déjà crit de hit, parce qu'il y a certaines unités qui n'ont pas perdu le crit de hit par rapport à l'index, et ben là votre crit de hit passe sur du 5+, non modifié. Alors en fait, le renforcement d'armes Nadirite a toujours été un sort iconique du côté des Ossiarques. On a toujours eu le crit de hit, et du coup ce sort nous permettait de le passer sur du 5+ automatique. Là, en gros, ils ont dit vous le récupérez avec ce spell et c'est illimité, donc c'est encore plus cool. Ça l'a toujours été pendant l'index. Et ceux qui ont toujours le crit de hit passe en 5+, c'est cool. Encore une fois, ça fait que le trait de bataille où vous récupérez le crit de hit sur une unité qui a chargé sur du 3+, devient désuet et ça sert à rien de le prendre en fait. Surtout sur du 5. Surtout sur du 5. Et vous avez des spells, vous avez des sorciers qui peuvent se donner des bonus. Ensuite, on va avoir Flamme d'Immolation, ça va passer sur du 6. On va choisir une unité amie visible et à 12 pouces du lanceur. Et tout simplement, à partir du moment où vous allez être détruit par une capacité de corps à corps, vous allez jeter autant de dés que vous avez de points de vie par modèle. Et sur chaque 5+, vous allez faire une blessure mortelle à l'adversaire.
Historiquement, pour les joueurs Osiark, on se retrouve très bien, vous allez voir, c'était ce qu'on appelait le crématorium. C'était une sous-faction qui en fait envoyait des Osiark qui étaient chargés d'énergie nécrotique brûlante et qui en gros explosaient à chaque fois qu'ils étaient tués, et ça explosait à la gueule des adversaires. C'est plutôt cool parce que autant vous allez avoir 20 Mortec qui vont infliger 6 ou 7 BM, là où c'est à peu près pareil partout, mais quand vous allez avoir des Cavalos qui vont lancer 3D par figurine tuée, ou les Morgas qui vont lancer 6D par figurine tuée, c'est vrai que là les 5+ en retour par rapport au fait qu'on inflige quand même quelques dégâts, assez pas mal, et ce sort se lance sur du 6, donc allez-y, faites-vous plaisir, explosez la tronche de vos adversaires, quoi. Et on termine avec Siphonnage de vitalité, le sort le plus difficile à lancer puisque celui-ci va passer sur du 7. Vous allez choisir une unité ennemie cette fois-ci à 12 pouces du lanceur et vous allez lui mettre -1 touche et -1 à la sauvegarde. Bah, c'est un sort iconique encore une fois des Osiark qu'on a depuis la V2, ça n'a pas changé, on est toujours content de l'avoir. -1 touche, c'est toujours cool, mais surtout -1 sauvegarde. Il y en a très peu des armées qui font des -1 sauvegarde. On rappelle aussi que si on combine ça avec l'anti-charge plus un rend et la reine qu'on a déjà, on commence à arriver sur du rend -3, voire sur du rend -4 pour certaines unités. Donc ouais, allez, chargez dans l'Osiark au milieu de table, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ensuite les amis, on passe au domaine de manifestation. Elles sont au nombre de 3, elles étaient historiquement bonnes et ultra stylées de toute façon. Ouais. Ça continue dans ce sens-là. La première, ça va être la convocation du prédateur cauchemardesque qui va passer sur du 6 et qui devra être placé donc à 12 pouces du lanceur mais à plus de 9 de toute figurine ennemie. Je vais te rendre un service, je vais te simplifier tout ça. Toutes les manifestations Osiark se passent sur du 6, entièrement à 12 et à 9 de tout ennemi. Donc ça déjà c'est cool, harmonisation, on est content. En ce qui concerne le prédateur cauchemardesque, bah il n'a pas changé, il tape plutôt bien et quand il est tué, il peut réapparaître si son lanceur est toujours là sur un jet de dés, entièrement à une certaine distance du lanceur. Donc on est plutôt cool et il est toujours lié à son ancien lanceur. Ça c'est plutôt cool. De l'autre côté, on va avoir le hurleur de la Dimdos, donc le Bone Type. Laisse-moi deviner, il passe à 6 et Et voilà, exactement. Putain, comment tu sais. Et ça bosse. non, tu bosses, il n'y a rien à dire. Mais du coup, en tout cas, lui, Endless Spell iconique des Osiark, et c'est celui que les joueurs Osiark avaient tendance à tout le temps passer quand ils jouent. C'est celui qui met -1 en jet de protection contre les attaques faites par des Osiark à 12 pas. Donc c'est hyper fort. Il bouge en plus de ça, donc tu peux aller en plus de ça choper une -1 ward à l'autre bout de la table et ensuite tirer sur une autre unité. Tirer sur la même unité, pardon, avec la capacité de la discipline inflexible. Là tu mets potentiellement un -2 ward. Donc les unités qui étaient en protection à 5, au revoir, t'as plus de protection. Et derrière on a du coup le charognard Volman, donc le grand corbeau, le grand aigle de la mort, qui réduit le control score des unités à distance. Donc encore une fois, 3 Endless Spells qui sont très cool. On a des lanceurs de sorts arcane qui ont des bonus de lancement de sorts. En plus c'est sur du 6, donc ça se passe très facilement. Vous allez beaucoup plus souvent voir le hurleur de la Dimdos que les deux autres, mais en tout cas les 3 sont très utiles et ça reste des Endless Spells qui sont cool. Yes, on a fait le tour globalement de toutes les aptitudes d'allégeance, de sorts et ainsi de suite. À ton avis, dans une armée Osiark, t'as combien de niveaux de magie à peu près ? Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que tu peux avoir ne serait-ce que 1 ou 2 niveaux de magie. Je pense que ce serait important d'en avoir au moins 2 minimum, mais tu peux te retrouver à en avoir 3 ou 4, dépendamment de qui tu prends. Tu peux en avoir 9 avec Nagash. Et il y a des builds avec Nagash qui sont intéressants. Tu peux faire quelque chose de très polyvalent. Je pourrais pas te dire, je vais te dire en moyenne 3 parce que tu vas avoir un mortisan, peut-être 2, et potentiellement tu vas sortir un arcane dans certains builds, donc je vais dire 3. Ok, avant de passer au reste, on va parler du décor. Là je pense que c'est vraiment important de le mettre dès le début parce que ça va être relativement structurant. On est sur une armée qui va avoir plein de gameplay différents. On a parlé tout à l'heure de cette fameuse phalange très théorique de ce qu'on imagine d'être une armée éduquée, on va dire ça comme ça, donc l'armée romaine, enfin tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Clairement. Là c'est l'armée éduquée de Nagash, donc c'est intéressant aussi de savoir est-ce qu'il faut qu'on protège ce qu'on appelle notre backline, tu vois ce que je veux dire, ou est-ce qu'on a moyen d'aller tout droit. Et c'est là où ce décor va être intéressant, le Nexus de la Dîme d'Os. Il utilise les aptitudes de terrain universelles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mis sur les objectifs et il doit être à plus de 3 de tout autre élément de terrain. Et sa seule règle, c'est l'aura mortelle, tout simplement. Les unités ennemies ne peuvent pas être placées à X, et X évolue dépendamment du round. Round 1, 9 pouces, round 2, 12 pouces, round 3, 15 pouces, round 4, 18 pouces, et round 5, 21 pouces. Ce décor fait cette taille-là. À peu près, ouais, tu peux réduire un peu, mais ouais, on est dans ces eaux-là, ouais. Ouais, un peu. Mais là, un petit 18 cm. Arrête de me faire complexer sur ma taille. Oh non. Non mais c'est de la musique à mes oreilles ce que tu me dis.
Enfin, la partie sur le rendez-vous. Non, mais c'est de la musique. Ouais. À chaque fois, depuis le début de cette version, on avait le syndrome du décor qui était un boulet. À chaque fois, on avait l'impression, quand on affrontait un mec en face, qu'on posait notre décor, il fallait le poser de sorte que l'adversaire en face ne soit pas Napoléon, qui vienne dans notre backline, tuer nos charges de cargaison et nos nourritures, et en gros notre décor, pour ensuite utiliser le décor comme tremplin pour nous taper dans le backline. Et moi, j'explique tout simplement, en fait, les décors de faction ne comptent pas à la phase de mouvement comme unité ennemie. C'est-à-dire qu'en fait, une unité ennemie pourrait très bien arriver à 1,1 pouce d'un décor, et en fait, tout simplement, même s'il était à 9 de vous, en réalité, c'était charger le décor et avec justement le reste du mouvement, faire l'essuie-glace pour aller vous tartiner. Et finalement, je sais pas si Game Workshop avait vraiment ça en tête lors de le game design de cette édition, parce que vraiment, aujourd'hui, son décor, moi je sais que c'était drôle, on évolue tous dans des cadres de jeux différents. Moi, je joue gentil à AOS, sauf que je joue qu'avec des méchants à AOS. Et donc je me disais, putain, mon décor, t'as vu, il est stylé, j'ai fait un effet d'eau sur ma porte Stormcast. Ouais, il est stylé ton décor, ouais. Il est stylé, en fait, tu vas voir. Et c'est vrai que mes 10-15 premières parties, tout le monde se servait de ça contre moi. Et donc finalement, c'était contre-productif d'avoir son élément de terrain, alors que toi, t'es content de l'avoir, ton élément, tu l'as acheté déjà en euros, tu l'as peint, et il a des aptitudes qui peuvent être cool. Mais en effet, t'as raison, enfin, les stratèges adverses utilisaient ça, mais ils rentraient en moi, mais comme dans du beurre, et c'était très frustrant. Alors ça veut pas dire que là, c'est la bonne solution, mais en tout cas, ils ont un style qui leur est propre, et de se dire qu'à partir du deuxième round de bataille, quand toi, justement, tu vas avancer, on rentre pas à 12 de ton élément de terrain, ça protège l'objectif qui est chez toi. Oui. Ça veut aussi dire qu'il faut le prendre en compte quand on va définir le gameplay et le game plan de l'Oziark. Et ça, je trouve ça mais oufissime. Et en plus, moi, ça fait 3 éditions qu'on chie sur ce décor. Non mais parce qu'il oui, était alors trop fort. déjà, alors Là, il est trop fort, Encore. il est fort, mais au moins, c'est pas des règles débiles à il y a base trop de de trucs à c'est dire. 2 fois plus de PC. il y a trop de trucs à dire. Déjà, on avait parlé du fait que certains joueurs pouvaient être frustrés du passage de l'index au PT. Là, clairement, c'est une super win. C'est un W, comme les gens disent, qui est magnifique. Le décor a toujours été hyper gros, hyper frustrant à poser, pour des capacités, je vais le dire, hein, qui étaient pas si ouf que ça, qui étaient nulles. Sur 4 puces, tu fais ça. Là, maintenant, déjà, en plus, il tape comme un bourrin. Il balance 2 patates sur du 4 qui blesse à 2, perfo moins 2. Dégâts 3 flat. Déjà, il y a ça. Donc, si tu es à 3 pas de lui, tu commences à prendre ta tanne, hein, sur les petites unités qui viennent dans un coin. Et pour prendre un objectif, bah, il va falloir faire attention à ce décor. Mais c'est surtout que maintenant, on n'a plus le décor qui est un boulet. On est content de l'avoir. Il nous sert à quelque chose. Il nous protège les fesses. Et on est content. C'est une bonne culotte. On est content de pouvoir avancer tranquillement avec une armée qui de base est lente, mais qui a la capacité d'aller vite, qui peut camper au milieu de table et qui n'a pas à se retourner derrière pour savoir est-ce que j'ai besoin de protéger mon objectif. Merci Games Workshop d'avoir créé ce décor et d'avoir rendu ce décor non seulement jouable, mais auto-include, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai joué contre des joueurs Oziark qui m'ont regardé et qui m'ont dit « Contre toi, je ne sors pas mon décor, au revoir ». Ils ont littéralement ramené une caisse pour rien. Merci Games Workshop. Au-delà du fait donc que pour les Oziark c'est très cool parce qu'encore une fois tu vas pas avoir à te retourner et ainsi de suite, c'est-à-dire protéger ta backline. Surtout qu'on a tendance, dépendamment de la méta, donc de la période dans laquelle on joue à OS, d'avoir quand même des listes avec des unités un petit peu obèses. Bien sûr. Et donc souvent déjà avec le rip-hop, avec donc les unités qui reviennent à la vie et ainsi de suite, il y a comme des frustrations. Là c'est très bien pour le joueur Oziark. Ah mais pour l'adversaire. Maintenant, excuse-moi, là le fait de se dire que tu vas avoir 21 pouces, enfin 21 pouces les amis, c'est un côté, ça veut dire qu'en réalité c'est 42 pouces plus la largeur du décor, globalement c'est quasi la table. Est-ce que tu penses pas quand même que c'est un TG, pour rester poli, à beaucoup d'armées, je pense aux Stormcast, qui sont aussi des armées d'élite. Mais tout. Non mais attends, là honnêtement, à partir du moment où tu passes à 15 pas, tu ne peux plus charger théoriquement ce décor. Tu ne peux plus le charger. Donc tu protèges les objectifs. Ton adversaire, il peut pas téléporter à côté du truc. S'il veut faire quelque chose, que ce soit téléporter à côté d'un objectif qui est à côté du décor, il doit le faire très vite. S'il veut, dans les chemins de quête qu'on a aujourd'hui, pour faire scout, qui est l'une des tactiques les plus faciles pour la majorité des armées, s'il veut faire scout, son premier scout, il doit le faire très très vite. S'il veut prendre des décors qui sont situés dans la zone de déploiement adverse, il doit le faire très très vite. S'il veut faire la dernière de scout, le dernier chemin de quête de scout, où tu dois prendre un décor à plus de 6 de la zone de déploiement adverse, il doit le faire très très vite. Du coup, c'est un compte à rebours et une pression que met ce décor entre les lignes que vous ne voyez pas au départ, mais que vous allez réaliser en jouant contre. Si vous voulez accéder
avec des armées qui ont beaucoup de rip-hop et qui comptent sur la réinvocation ou qui comptent sur la téléportation, vous allez devoir agresser très vite. Sauf que contre l'Ossiarch, vous ne voulez pas agresser très vite parce que l'Ossiarch a les armes contre ceux qui l'agressent très vite. Donc là, clairement, c'est hyper bien ficelé de la part de Games Workshop. C'est un décor qui est magnifique. Rien à dire de plus. Bravo. Ok, mais tu penses pas que c'est un mécanisme qui est quand même un peu trop fort? Peut-être que le 21 pas est abusé, peut-être qu'on aurait dû arriver à 18 au T5 et du coup partir sur du 6 ou peut-être 9 au T1, 9 toujours au T2 et à partir là. Mais j'ai envie de dire à tester. Oh non, là où je te rejoins, c'est que finalement, on sort des Battletomes Luminette, Oui. Tzeentch. Oui. Honnêtement, tu sais quoi? Game Workshop devrait te proposer de l'imprimer gratuitement chez toi en papier pour que tous les joueurs Osiark n'aient pas à le payer celui-là. Non mais écoute, en vrai, on parlait de Tzeentch et de Luminette. On a des Tzeentch qui peuvent se téléporter à 3 pas d'une unité adverse, qui peuvent te mettre un chaos spawn à 3 pas de toi, puis ensuite mettre une unité à 3,1 pas de toi en échangeant le spawn avec avec le swap. Bah là tu dis bah non frérot. Là en fait le spawn, tu peux même pas le poser au T1 à 9 pas du décor. Donc tu dois forcer le joueur Tzeentch à choisir quelle unité tu vas pouvoir spawner entre guillemets, changer une des figurines en spawn. Tu dis TG à Tzeentch, tu dis TG aux Flesh Eaters, tu dis TG aux Soulblight Gravelords qui sont à côté et qui vont vouloir réinvoquer des squelettes ou des chauves-souris. C'est très très fort, mais c'est très très fort de façon situationnelle. Quand tu vas avoir des armées qui n'ont pas de téléportation, qui n'ont pas de réinvoque et qui comptent que sur leur noix de coco et qui vont te foncer dedans, bah t'as pas besoin d'avoir le décor en soi, tu peux ne pas le poser. Le temps nous dira justement ce qu'il en est de ce décor. Est-ce que finalement il est vraiment si fort que ça? Est-ce qu'il malheureusement, est-ce qu'il tue certains match-ups? À voir. On m'en rentre maintenant dans le dur du livre d'armée avec les fiches d'unité. On commence bien évidemment tout seigneur, tout honneur, tout dieu avec Nagash, le dieu de la mort, et on voit donc qu'il a un mouvement de 10, 18 PV, sauvegarde à 3, protection à 5, un contrôle d'objectif à 10 et finalement que 3 pions de discipline inflexible. Ce qui est très surprenant. Bah pour le master, le papa de toute la mort, c'est un peu bizarre. J'aurais peut-être dit 5 à la limite, quitte à mettre un minimum. Je pense que c'est un garde-fou. Bien sûr. Parce que bon, il coûte quand même 830 points. Il tape fort. On va voir aussi qu'il a beaucoup de façons de se buffer. On rappelle la récupération du crit de hit avec un spell qu'il va passer très facilement avec des bonus de +2 au lancement de sort. Il a 9 spells à lancer par tour. Certes, il va en perdre 3 s'il a perdu beaucoup de PV, mais de l'autre côté, il garde sa main de poussière, il garde son spell Unlimited qu'il peut passer lui tout seul plusieurs fois par tour, où il dit soit telle unité a une protection à 5, soit telle unité va récupérer l'équivalent de 3 PV en son sein. Et en plus de ça, elle a toujours sa capacité de récupérer une unité, cette fois-ci full effectif. Donc du coup, vous avez 4 Morghast qui sont morts, il y en a 4 qui reviennent. On va voir qu'aussi avec certains GOAT, il y a des façons de garder en vie certaines unités. Donc honnêtement, 4 attaques en 3-3 qui peuvent facilement passer en 2-2, en Raid -2, Raid -3 avec le plus 1 anti-charge et compagnie, dégâts D6 et dégâts 3 de l'autre côté. Et il rigole pas le papa. Hein. Par rapport à son coup en point de 830 ? Honnête. Donc il y a des builds où tu joueras Nagash. Oui, il y a des builds où tu pourras jouer Nagash et où c'est pas déconnant. Donc ouais, clairement, je suis très content de ce qu'ils ont fait avec Nagash. Ils ont rien changé en soi, mais ils rentrent bien dans le build de l'armée. Donc clairement, Saint Nagash, on te salue et on a hâte de te revoir sur les champs de bataille. Écoute, pour parler maintenant de son numéro 2, on va parler du Mortarque de la Nécropole. Donc Katakros, pareil. Figurine magnifique quand il était sorti, c'était comme une vraie dinguerie. C'était les premiers socles multi-figurines qu'on avait, je crois même de Warhammer. C'était sorti avant les Sistas, je crois. Donc c'était vraiment ouf. Là, on est à 500 points le papa. Ça bouge de 4, ça a 20 points de vie, une sauvegarde à 3, une protection à 6, un contrôle d'objectif de 10, donc 500 points. Mais c'est le général. Il vous donne 10 points de discipline inflexible. C'est donc celui qui en donne le plus de tout le livre. Alors, il faut quand même dire certaines choses. Il a perdu le crit de hit sur 2 de ses armes qui ne sont pas ses plus grosses armes. Il a quand même perdu quelques attaques qu'il peut récupérer grâce à comment osez-vous. C'est-à-dire au moment où vous avez tué la moitié de son armée, il va se dire oulala, qu'est-ce que tu fais toi? Je vais te rentrer dedans, toi, t'es malade ou quoi? Et ça se traduit par 5 attaques en plus dans sa lance, qui tape très très fort. Parce qu'on parle de 5 attaques qui en font 8 en 3-3, moins 2 dégâts flat 3.
Voilà. Limite, suicide-toi au début de la game. Non, mais vas-y. Énerve Catacross, il n'y a pas de problème. Là, faut l'appeler Papa Cross. Et plus 3 attaques sur son bouclier. Encore une fois, ça ferait 6 attaques en 3-3, raid -2, dégâts 2. Ça empêcherait pour le reste de la bataille d'utiliser sa règle iconique, enfin sa nouvelle règle iconique qui vous permet, pour des points de discipline inflexible avec toujours les mêmes restrictions, 2 points si c'est une unité renforcée, 1 point si ça ne l'est pas, de donner la capacité à une unité de taper 2 fois avec un strike last sur la deuxième attaque. On verra que ça se combine bien avec le Soul Mason qu'on verra plus tard. Par contre, il ne peut pas l'utiliser sur lui-même et il ne peut pas l'utiliser s'il est engagé au combat. Donc il y a quand même beaucoup de restrictions. Il avait la capacité à l'époque, durant l'index, de donner plus 3 au control score en zone. Là maintenant, il donne plus 3 au control score n'importe où sur la table tant que l'unité a été la cible d'une discipline inflexible. Donc ça, c'est très cool. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une unité de Morghast qui est à l'autre bout de la table et vous lui dites: toi, je t'ai permis d'avoir un +1 pour blesser, et en plus de ça, tu vas avoir 3 points de control score en plus. Et de l'autre côté, il a eu un petit up au niveau de sa capacité. Avant, c'était sur du 5+, à 18 pas que tu empêchais de faire une aptitude de commandement. Là, c'est tout simple, c'est à n'importe quelle phase de héros. Sur 3+, tu choisis une unité visible ennemie à 18 et tu lui empêches de faire pour le restant du tour une aptitude de co. Donc c'est bien meilleur qu'avant. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que le fait qu'il coûte 500 points, il était à 520, mais à l'époque, il mettait des +1 en sauvegarde sur 3 unités. Là, il est beaucoup plus offensif, il est moins défensif, il est beaucoup plus situationnel qu'avant, le Papa Cross. Donc c'est peut-être que pour 500 points, il est un peu trop cher. Je pense que Games Workshop a la volonté de le voir un peu moins sur les tables, parce qu'on l'a beaucoup vu, il était auto-inclus dans tous les builds Ossiarch, pour laisser un peu plus de lest à toutes les autres unités qui sont assez utiles. Je le mettrais entre les 400 et 500 points, mais 500 c'est trop cher pour moi. Ensuite, on change de Mortark, donc de général de la mort, avec le Mortark du sacrement, c'est-à-dire Arcane le Noir, l'homme qui a inventé le vieillissement quelque part. Exactement, et qui a mis une grosse tarte à Eltarion durant les End Times. Encore aujourd'hui, tu l'entends jamais dans la vitrine qui fait « Rendez-moi mon corps !» Bon, après, Eltarion lui a remis une baffe à la fin de la V2, mais ça, on n'en parle pas, ça n'a jamais existé. Combien coûte ce petit monsieur ? 440 points, il a pris 50 points. Sorcier niveau 3 et qui, pareil, surprise, mais ça, je pense que c'est pour montrer que Game Workshop veut qu'on joue les généraux Ossiarch pour piloter les armées Ossiarch, parce que pareil, il ne donne que 3 pions inflexibles. C'est dommage parce que lui aussi c'est un très grand général fluffiquement parlant et il est l'une des 2 grosses figures historiques des Ossiarch. 14 PV, save à 3, mouvement de 12, c'est parfait, contrôle score de 5, c'est nickel, 6 de ward, il a de bonnes caractéristiques d'attaque, il a un bon saccage qui se réussit automatiquement contre les prêtres ou les sorciers. Pour vous la faire courte, il choisit une unité, il jette un D3 sur 2+, il rajoute le score de ce D3 à ses attaques de Razarak, donc sa monture. Par contre, il a un bonus de +1 si la cible est un sorcier ou un prêtre. Donc là, du coup, note des concepteurs, ils font bien de le dire, avec ce +1, si c'est un sorcier ou un prêtre, la cible du saccage, vous réussissez automatiquement le jet, mais vous devez quand même faire le jet pour savoir quel est le nombre d'attaques que vous rajoutez à la monture. Par contre, vous devez cibler toutes les attaques de la monture contre le sorcier ou le prêtre ou la cible du saccage. Il a +1 en jet de lancement de sort et il se soigne à chaque fois qu'il lance un spell, ça c'est cool. Il a une dissipation spéciale à 18 et non pas à 30, qui fait que si vous arrivez à dissiper, et c'est une fois par tour, donc c'est bien, il y a un bon petit garde-fou, si vous arrivez à dissiper un spell avec cette capacité, ce spell ne peut pas être passé par n'importe quelle autre unité ennemie jusqu'au début de votre prochain tour. Il y a des spells, on le rappelle, qui sont du côté des Luminettes par exemple, ou du côté des Zinch, qui sont bien relous. Et ben vous leur dites, écoute, je t'ai dispel ça, tu peux être Kéros, tu peux être Teklis, tu le repasses pas jusqu'à ce que moi je commence mon prochain tour. Donc ça c'est très fort, mais c'est surtout le vieillissement iconique qui a été amélioré. Et c'est là qu'on voit la hausse en prix de Arcane. Sur du 7, donc sur du 6 avec le bonus de lancement, vous allez faire comme d'habitude, lancer 10 dés, sur chaque 6, vous allez scorer 1 point nécrotique. Et ensuite vous relancez les dés qui ont fait des 6 et sur chaque 5+, vous scorez encore des points nécrotiques et vous refaites ça sur du 4, sur du 3, sur du 2 et une fois que vous avez fait votre lancer de 2+, vous vous arrêtez. Vous faites le compte de points nécrotiques, de vieillissement nécrotique. Si vous êtes à 1 ou 7, vous faites autant de BM, de blessures mortelles que le nombre de points nécrotiques. Si vous avez atteint les 8 points ou vous avez dépassé les 8 points, l'unité qui a été ciblée par ce spell est détruite. C'est hyper fort.
mais en statistique. Ouais, c'est ça. C'est compliqué à faire. Par contre, pour 440 points, vous avez quelqu'un qui peut le passer 10 fois par tour. Enfin, 10 fois par bataille, pardon, 10 fois par tour, ça serait fort. Et en fait, vous avez une Varanguard en face qui a 30 PV avec 5 PV par tête, 6 figurines de Varanguard. Vous pouvez en tuer une de ces Varanguard facilement, mais le jour où vous allez taper votre destruction automatique d'unité, votre adversaire il queen. Donc en vrai c'est cool, c'est fluff, c'est drôle, il y a ce petit côté un peu destruction, Oruk et compagnie, mais même si on enlevait ce vieillissement là, il a de très très bonnes capacités. Le seul souci c'est que pour 440 points on n'a que 3 points de discipline inflexible. Il a une armée de renom qui est cool et qu'on verra plus tard, dans laquelle on doit le rentrer et qui l'illustre parfaitement. Yes, après encore une fois, vous allez voir les autres personnages, si tu le sais, tu ne le prends pas pour ça. C'est ça. Exactement. Ensuite, on descend dans les grades et on va du côté de Archicavalos Xanthos, qui, lui, justement, tout simplement, la figurine qui vous donnera le plus de points sorti de Catacross, puisqu'il va vous donner 7 points. Qu'est-ce que tu me dis sur ce petit mec? Combien il coûte? Quel est son rôle? Et ainsi de suite. Alors, pour 220 points, vous allez avoir peut-être l'une des figurines les plus iconiques et les plus fortes du BT. Je rappelle 7 points de discipline inflexible, donc c'est très fort. 8 PV, save à 3, il est quand même assez tanky avec sa protection à 6. Il bouge de 10, il tape très fort parce que il est en 5 attaques 3-3, Reine -2, dégâts 2, dégâts 3 en charge. Bon, ses attaques de compagnon, c'est 4 attaques en 5-3, on verra que c'est pareil partout du côté de la cavalerie. Là où il est extrêmement fort, c'est qu'une fois par bataille, il va craquer son string et il va dire toutes les unités ennemies à 3 pas de lui vont avoir frappe en dernier. S'il a chargé. S'il a chargé, mais... Le moment où vous l'envoyez et vous lui dites Banzai, il part comme un aviateur du Japon qui est prêt à tout donner pour tout tuer en face de lui. Et là, du coup, le frappe en dernier sur tout le monde. Si vous arrivez à bien cibler les unités adverses, je veux dire, on a des Ushoran qui sur 2+, sur certaines unités en fonction du control score, mettent des strike class. Là, c'est automatique. Une fois par bataille, certes, si vous allez charger, mais c'est tout le monde à 3 pas. Calme-toi, Jean-Claude, parce que sa deuxième aptitude, malheureusement, elle est bien, mais elle traduit une perte. Exactement, puisqu'en fait, en gros, il va pouvoir tout simplement choisir une unité cavalerie. Bon, il y en a qu'un type. Et en fait, en gros, à 12 pouces de lui, il va pouvoir tout simplement donner le plus 1 dégât en charge, moyennant un petit pion de discipline inflexible. Sauf que si... Xanthos est en mêlée, il n'y a pas besoin d'utiliser de points de discipline inflexible, donc ça c'est cool. Mais en fait, on va vous le dire direct, les Cavalos ont perdu le plus 1 dégât en charge. Pareil pour certains chariots, ils n'ont pas l'accès au plus 1 dégât en charge que tous les chariots et que toutes les cavaleries ont dans tous les autres BT. Là, bizarrement, on ne l'a pas. Il faut avoir Xanthos pour regagner sur ces unités le plus 1 dégât en charge. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qui vient d'apparaître ici? C'est pas pour faire un placement de produit all dissimulé avec le magnifique shaker FWS. Je vous mettrai quand même lui en description pour les joueurs d'AOS qui l'ont pas encore vu. C'est parce qu'il est rempli des larmes de Milador. Alors, je semi-pleure. J'ai l'œil gauche qui pleure et en même temps l'œil droit qui sourit. C'est vrai que là, on traduit quand même une certaine perte dans l'agressivité et dans les dommages qui ont toujours été faits du côté des Ossiarques. Maintenant, on verra que Xanthos, même sans le plus 1 dégât en charge, se prend quand même facilement parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de la cavalerie à côté. Vous pouvez avoir des Morghast. 220 points, un mec qui te donne 7 points, qui en plus de ça bouge de 10, 8 PV, sauvegarde à 3. Ouais, non. En fait, quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas cette aptitude, en vrai, ça en fait un héros qui par rapport à son prix est très bon. Non mais, et en plus de ça, le strike last sur tout le monde à 3 pas, une fois par bataille si t'as chargé, t'envoies des Morghast, des Immortis, des Stalkers, des Mortex, ce que tu veux, c'est hyper fort. Donc honnêtement, lui, vous le prenez quasiment auto partout. Ensuite, t'as l'équivalent de Jakku, il a fripouille qui va courir à côté, puisque tu vas avoir Vokmortien, maître de la dîme d'os. Alors tu vois, tu me parlais de l'arme, mais là je suis content. Parce qu'ils nous ont fait un petit Be'lakor, bien boosté, le petit Vokmortien, pour 140 points. Bon, on va outrepasser son châssis qui est anecdotique. Là où c'est très fort, c'est que à la phase de héros adverse pour 1 point de commandement, parce qu'on n'a pas beaucoup de capacités qui se génèrent avec des points de commandement. Donc ça c'est cool. Pour 1 point de commandement, vous allez choper une unité ennemie visible à 12 pas de ce héros. Et pour le restant du tour, cette unité ne peut pas être affectée par des aptitudes amies autres que des aptitudes de base. Donc en gros, vous dites à l'unité, pour un PC, tu ne peux pas être buffé. Tu ne peux que bouger, tirer, attaquer, charger. Et c'est tout. Et au final, ça se complémente très bien avec son spell qui est sur du 6, Contrat Fatal, qui dit que vous chopez une unité à 18, et à chaque fois qu'elle va faire une aptitude de base, corps en anglais, c'est-à-dire bouger, tirer, charger, attaquer,
elle va subir sur 2+, des 3 blessures mortelles. Et si d'aventure, elle meurt, vous ignorez la capacité qui était en cours. C'est-à-dire, imaginez, vous avez Archaon à 1 PV restant, vous lui passez le spell, Archaon tape dans Catacross en tentant le double 6 pour le tuer, et ben, vous faites les D3 blessures mortelles, Archaon meurt et ne compte pas comme ayant attaqué. Clairement, pour 140 points, il se vaut très facilement. Il n'a que 2 points de discipline inflexible. Mais... 140 points, c'est un sorcier de niveau 2. Oui. Donc en réalité, pareil, à 140 points, un sorcier de niveau 2 dans OS, on prend quelles que soient ses aptitudes. Et en plus, elles sont excellentes. Et il se retrouve dans un régiment de renom qui coûte un petit peu cher, mais qui est très sympathique, et qui a aussi un spell qui est très très cool, on le verra plus tard, mais en tout cas, Vok Mortian, je pense que c'est l'une des grosses wins de ce BT. C'était l'une des unités qu'on voyait le moins en Ossiark, et ce depuis la V2. Je trouve qu'ils l'ont très bien amélioré, et qu'on va avoir beaucoup plus de Vok Mortian sur table, parce que ça apporte de la gestion, et ça c'est cool. On passe maintenant sur le général générique, c'est-à-dire le suzerain Cavalos. Il est à 180 points, et on va tout de suite le mettre côte à côte avec justement la cavalerie Ossiark, puisque ça va vous demander de faire pas mal de ping-pong, avec les juges morts Cavalos, là pour le coup qui vont être joués par 5, où on est qu'à 150 points. Et je rappelle, ce sont des cavaliers qui n'ont pas 2 mais 3 points de vie. Ouais. Donc ils sont restés un petit peu sur l'ancienne version des cavaliers qu'on avait en début de 4ème édition d'AOS, sauf qu'ils sont pas chers. Alors après, ils tapent moins fort. Mais on vient de voir qu'avec le nommé, tu pouvais te faire un petit peu plus plaisir. En tout cas, je te laisse nous parler de la version générique du suzerain Cavalos. Alors, le suzerain Cavalos générique, c'est 7 PV, save à 3, ward à 6, 6 points de discipline inflexible, donc c'est très très propre. Si par exemple vous perdez Xanthos sur un raté, voilà, c'est toujours cool d'en avoir encore 6. Il est à 5 attaques en 3-4 et de moins 1 dégâts 2. Il a plus 1 dégât en charge, il le conserve. Toujours les mêmes attaques de compagnon. Là où il est très bon et il se combine avec les Cavalos Death Rider. Quand il tape, il peut faire taper immédiatement une unité de Cavalos après lui. Et il leur donne un +1 au jet de touche. Ça c'est cool, on touchera sur du 2. Deuxièmement, là où il est très fort, c'est que on va avoir une capacité qu'on va avoir du côté des Cavalos, qui est très cool, et il va exporter le mouvement. Il va leur permettre, au lieu de bouger de 10, de bouger de 12. Pas que les Cavalos, mais aussi lui-même. Et ça va permettre d'embrayer du coup sur les juges morts Cavalos. Les flèches de juges morts. Les flèches de juges morts, en tout cas les Death Rider en anglais. Donc 3 PV, save à 4, ward à 6, mouvement de 10. Ils ont toujours un porte-étendard et un champion, ça n'a pas changé. Ils ont les mêmes caractéristiques d'attaque, sauf qu'ils perdent le crit de hit et le +1 dégâts en charge, qu'il va falloir aller choper avec Xanthos. La réduction en prix vient de là, clairement, mais par contre, ils ont une capacité qui est très intéressante. À n'importe quelle phase de mêlée, et ce n'est pas restrictif, vous pouvez le faire pour chaque pack de Cavalos que vous avez dans votre armée. C'est une capacité de base, et une capacité d'attaque et de corps à corps. Donc ça, vous le faites uniquement à la place de taper au corps à corps de façon normale. Si vous avez chargé à ce tour, vous prenez cette unité, vous choisissez une unité ennemie qui est en mêlée avec elle, puis vous pouvez choisir comme cible amie le suzerain Cavalos à portée de mêlée de l'unité de Death Rider, donc de cavalier. Vous mettez des 3 blessures mortelles, et ensuite vous mettez encore des 3 blessures mortelles si vous avez pris comme cible le suzerain Cavalos à côté, et là du coup vous pouvez bouger de 10 pas. Vous ne pouvez pas finir à portée de mêlée, que ce soit avec le suzerain Cavalos ou avec le pack de cavalerie, mais en tout cas là vous avez mis des 3 blessures mortelles une fois, des 3 blessures mortelles 2 fois si vous avez un suzerain Cavalos à utiliser dans cette aptitude. Et ce que le suzerain Cavalos vous permet de faire, c'est au lieu de bouger de 10, vous bougez de 12. Donc vous pouvez très facilement contourner votre adversaire. Je rappelle que vous pouvez bouger à l'intérieur de la zone de mêlée des unités adverses, vous ne devez juste pas finir à l'intérieur des 3 points. On est sur un enfoncement avant que l'autre ait tapé si tu t'actives avant. Exactement. Et donc à 150 points, ça donne un outil stratégique à l'armée qui est juste dingue. 150 points, c'est pas cher pour une unité AOS, surtout de 15 PV. Exactement. Et vraiment, je trouve que ça va te permettre des dingueries en termes de géométrie. Il y a beaucoup en plus de ça, de chemins de quête ou en tout cas d'objectifs secondaires, quelle que soit la saison, qui te demandent de ne pas avoir été setupé mais de faire énormément de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais là, c'est une pépite cette unité. Alors, il n'y a pas aussi que ça. C'est que tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ça veut dire que tu as chargé avec, allez, disons-le, 2 unités de 5. Tu as un suzerain Cavalos aussi qui a chargé. Tu vas avoir la première unité de 5 qui va du coup faire le mouvement de 12 avec le suzerain Cavalos, faire D3, D3. Le suzerain Cavalos, comme il a chargé, il va faire son mouvement 12. Il va pile-in dans l'unité ennemie. Il va taper, puis faire taper immédiatement le deuxième pack de 5
qui va du coup encore plus exporter le suzerain Cavalos et s'exporter elle aussi en remettant 2d3 BM. C'est hyper fort. Il y a des façons de jongler avec ces unités-là. En fait, c'est pour ça que je disais, au premier abord, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et au final, quand vous allez commencer à réfléchir, à imbriquer le fait que vous pouvez être touché que sur du 5, le fait que vous pouvez avoir plus 3 de mouvement à la phase de mouvement, le fait que vous pouvez mettre D3 BM, si tu es en réception d'une charge, tu as de quoi réagir. Et ensuite, toi, le moment où tu vas charger, tu vas pouvoir mettre 1d3, 2d3, 3d3, 4d3 blessures mortelles, siphonner la table et aller dans tous les sens possibles et dire à ton adversaire, je suis insaisissable. Et ça prend même pas en compte ce qu'on peut appeler des move blocks. Le fait encore une fois que sur des socles à gélules qui prennent très très bien la table. Et en fait, on avait l'habitude de voir dans la version de l'index qu'on prenait beaucoup de place avec des packs de 10 Cavalos. Là, on a plus envie de jouer des packs de 5 avec potentiellement 2 suzerains Cavalos. Si en plus de ça, vous mettez Xanthos qui met du dégât 2, vous allez hésiter à faire cette capacité-là. Vous allez peut-être taper avec un dégât 2. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que là, vous avez un vrai mécanisme qui vous demande non pas de jouer à AOS comme on a l'habitude de le faire, mais de jouer autrement. Donc je suis très impressionné par cette règle qui nous a été conçue par Games Workshop. Et en plus de ça, il y en a 2 x 5 dans le fer de lance. Exactement. Non mais c'est hyper bien foutu avec le suzerain Cavalos, ouais, qui du coup peut se monter en Xanthos, donc c'est très très fort. En tout cas, nouveau gameplay, alors je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais enfin, ça va donner énormément de fraîcheur, ça va apporter des changements de géométrie. On en reparlera tout à l'heure quand on enfoncera la porte avec justement les phalanges centrales qu'on va retrouver de Mortagarde. Mais derrière, on vient de voir aussi qu'il y avait un décor qui empêchait d'arriver les gens chez vous. Ça veut dire qu'en fait, c'est votre adversaire qui devra, pour reprendre le terme qu'on disait, tout le temps regarder derrière lui. Et c'est très frustrant avec des listes un petit peu obèses de devoir le faire. Franchement, grâce à ça, ils viennent de donner un vent de fraîcheur de malade aux Osiarques avec un style que la mort n'avait pas. On avait bien évidemment les Nighthawks qui pouvaient charger à travers, des campés chargés, machin. Le Soulblight qui passait par ici et par là, ou le fait qu'il recopait ici, mais là c'est ouf. Là c'est génial, hein. Là c'est vraiment cool quoi. Après, à voir, est-ce que Game Workshop le garde en pas une fois par tour pour éviter justement les abus de ce que tu viens de décrire. Même s'il le fait, je pense que c'est un mécanisme qui sera bon. Et à 150 points, les 5 caves, honnêtement, mais c'est dans toutes les listes. Bah, c'est surtout qu'en fait, là, on a une raison valable de dire ok, on leur a enlevé le charge plus 1 dégât. Cela, du coup, c'est une unité de cavalerie légère, enfin, alors que c'est pas léger, hein, 3 PV, c'est pas léger du tout. Hein, non, clairement pas. Mais on se dit, ok, on a gagné quelque chose d'autre, peut-être que c'est trop fort, peut-être que ça ne l'est peut-être pas assez par rapport aux charges plus 1 dégât, qu'on peut aller récupérer ailleurs, mais en tout cas, on sent que Games Workshop a voulu expérimenter quelque chose, qu'elle n'a pas voulu la rendre trop forte, et du coup, c'est un très bon vent frais pour cette unité qu'on avait l'habitude de voir renforcée par 10. Là, c'est limite, on va en voir 3 ou 4 packs de 5 dans la même armée avec 1 ou 2 suzerains Cavalos, sans peut-être même avoir Xanthos. Donc honnêtement, moi j'adore. Yes, tu parlais du suzerain Cavalos donc sur Dada. Ici, on va parler de lui sur char de guerre. Et c'est beaucoup trop cool. Nouvelle figurine, le char il est dingue en plus en termes de modélisme. Vous pouvez l'assembler soit justement en suzerain, soit en unité entre guillemets de harcèlement. Là, c'est vraiment cool quoi. Bah pareil, encore une fois, c'est une très bonne unité qui va se combiner très bien avec les unités de chariot. Il a 12 PV, save à 3, 6 points. 6 points, donc c'est clairement une des unités que vous allez prendre très souvent, ne serait-ce que pour choisir vos points de discipline inflexible. Ward à 6, mouvement de 10, il garde le plus 1 dégât lui comparé au chariot qu'on va voir après. 5 attaques en 3-4 et de moins 1 dégât 2. Un petit bémol sur les attaques de chariot qui sont toujours en 5-3, il a 6 attaques comparé aux autres héros sur Dada. Là où il est cool, c'est que une fois par tour pour toute l'armée, à n'importe quelle phase de mouvement, si le héros est en mêlée, on peut choisir comme cible ce héros et jusqu'à 2 unités de chariot non héros qui sont en mêlée et visibles et entièrement à 12 de lui. Pour chaque cible, donc c'est-à-dire lui et les 2 chariots, on affiche sur 2+, des 3 blessures mortelles à une unité qui était en mêlée avec. Et on fait un mouvement d'engagement. Donc en gros, on fait un pin-in 2-3. Donc en gros, c'est une unité d'harcèlement, comme on avait avec les Cavalos et Strider. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'il va nous économiser des points de discipline inflexible parce que, une fois par tour, encore une fois, le garde-fou, à n'importe quelle phase de mêlée, si ce héros a chargé et est en mêlée, il peut choisir aussi, encore une fois, des unités de chariot jusqu'à 2, entièrement à 12 de lui, visibles, et en mêlée, et qui ont chargé, donc encore des garde-fous. Et là, on prend la protection à 5. Gratuite. Donc là, c'est 2 points, enfin 2 points parce qu'on a un chariot et un autre chariot, plus lui-même, donc 3 points qui sont d'économiser. On rappelle qu'il en a 6. Il a économisé la moitié de ses points. Il est aujourd'hui à 230 points, t'en penses quoi ?
il est très bon. Il se combine très bien avec le fait que vous le mettez avec l'artefact où on peut pas le toucher autre que sur du 5. Donc même parce que c'est une war machine, hein, on rappelle c'est des machines de guerre, donc ils peuvent pas se cacher dans les forêts et compagnie. Bah là du coup vous dites aux armées de tir, bah tu ne le toucheras que sur du 5 avec sa save à 3 et ses 12 PV, bonne chance. S'il est en réception, on rappelle qu'il y a un très bon trait de co qui fait que là vous pouvez vous permettre d'être engagé parce qu'à la phase de mouvement, vous allez faire mouvement d'engagement avec les chariots et lui et faire des 3 blessures mortelles sur 2+. Mais à la phase de combat, si vous n'avez toujours pas chargé, vous pouvez avoir le trait héroïque qui vous fait taper les chariots et remettre des 3 blessures mortelles. Donc on revient sur ce que je disais avant, il y a beaucoup de façons de mettre des blessures mortelles très très vite, de rebouger, de jouer la savonnette, puis de resubir des attaques, mais de remettre des blessures mortelles, ou alors de foncer dans un tas et d'être hyper violent. Ça se combine très bien avec les chars. Et du côté des chars, bah, c'est 10 PV, save à 3, ça bouge de 6. Là aussi, on a le syndrome de la perte du dégât plus 1 en charge. Cependant, à n'importe quelle phase de mêlée, on va retrouver exactement la même chose que sur les Death Riders, où on va remplacer notre attaque de base par une autre capacité de base, qui est que si cette unité a chargé à ce tour, encore un garde-fou, on choisit comme cible une unité ennemie et en mêlée avec elle, on lui met des 3 blessures mortelles, et on va se téléporter à un pas de l'unité ciblée. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, donc vous pouvez avoir 4 chariots qui remettent des 3 BM et qui se placent derrière l'unité. Tiens, bizarre, t'as 4 chariots maintenant sur l'Ojo, tu fais comment? Et de l'autre côté, on va avoir encore une fois par tour, et ça c'est bien qu'on n'ait qu'une seule fois par tour cette capacité, c'est à la phase de tir. Je rappelle que vous pouvez avoir un archer ou un lancier sur ces chariots non nommés. Vous jetez un dé et sur 3+, une unité visible et à 18 pas, la cible prend une blessure mortelle et ne peut pas faire de mouvement d'engagement pour le restant du tour. Donc ça veut dire que vous téléportez, vous faites des mouvements, vous bloquez votre adversaire et votre adversaire ne peut rien faire. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule figurine engagée à 3 pas, il n'a qu'une seule figurine qui peut taper. Juste, je pense qu'il faut montrer ça. Alors déjà, excuse-moi, je suis vraiment pas fan de ces mécanismes de 3 pouces, tu ne bougeras pas tes 3 pas, donc on va diviser ta létalité potentiellement par 10. Surtout qu'on est quand même dans l'ère des packs, c'est pour ça que j'utilise ce terme, d'unités un petit peu obèses, donc difficiles à manipuler. Faut imaginer qu'aujourd'hui, les gens aiment bien se mettre entre 2 décors et ainsi de suite, et faire des cordons qui font à peu près cette taille-là. Tu charges là, tu réapparais là, et en plus, il n'y a que lui qui tape. Bah ouais, non mais excuse-moi, à partir du moment où t'as perdu des dégâts, j'ai envie de te dire, au moins tu le fais. Encore une fois, c'est des capacités, c'est ce que je disais, c'est des capacités qui ne sont pas limitées par du once per turn, qui peuvent, si trop utilisées, devenir débiles, et au final vont être nerfées, comme ce qu'on avait vu avec les chars Gloomspite Gitz, soit parce qu'elles vont être changées, soit parce qu'elles vont subir le once per turn, donc le une fois par tour, et là du coup, on perd complètement l'utilité de ces unités, on va en avoir une ou deux. Et donc ça va être 3+. Ça va être 3, voilà, c'est quasiment pareil. Donc au final, on espère que c'est fort, mais pas trop fort, mais en même temps pas trop anecdotique, pour que l'identité qu'ils ont voulu donner à cette armée, qui est quand même assez cool, soit non seulement respectable, mais amusante. Donc, et pas trop frustrante pour l'adversaire. Donc honnêtement, les chars c'est une réussite, les cavaliers c'est une réussite, malgré ce qu'on aurait pu dire être un nerf, la perte du +1 dégâts en charge. Moi je suis très content de ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus on a moyen de jouer full cavalerie et chars dans l'armée de base, mais en plus on a une armée de renom qui vous demande de jouer que de la cavalerie. Donc c'est très très cool. Et je rappelle que ça coûte 170 points le chariot. C'est assez sympathique quand même, hein. Donc franchement allez-y, hein. Vous voulez faire Ben-Hur, allez-y, faites-le. Grave, j'ai jamais vu le film jusqu'à la fin, mais oui. Ensuite on va passer du côté du suzerain Mortek, nouvelle entrée aussi, donc en plus de ces petites chariotes, c'est tout simplement le héros à pied, 120 points, potentiellement il vous permet d'avoir 5 points de discipline inflexible, et il est une règle, une pépite. Alors c'est tout simple, une fois par tour pour toute l'armée, à n'importe quelle phase de combat, si vous le faites taper lui, vous pouvez soit faire taper une unité de Mortek qui est engagée avec une unité ennemie et vous lui donnez +1 pour toucher. Ça va. Comme tous les gardes du corps, c'est ce qu'on connaît. Exactement. Par contre, si vous choisissez une unité de Triax Mortek, donc les archers, ou de Rampeur Mortek, donc du coup la catapulte, entièrement à 12 de lui, et à 3 pas de lui. Donc du coup, vous pouvez du coup la faire tirer sur une unité
Si les rampeurs ou les triaxes Mortek sont en mêlée, ils gagnent le tir en mêlée pour pouvoir justement débloquer ce tir. Par contre, il y a un garde-fou qui est très intéressant et qui est bien foutu de la part de Games Workshop, c'est que la cible du tir ne peut être que la cible de l'attaque du suzerain Mortek. Mais en tout cas, vous permettez à une catapulte de vous mettre ces attaques de catapulte qu'on verra très vite dans la tronche en phase de combat, et vous permettez à la place aussi à une unité d'archer Mortek de mettre leur tir d'archer Mortek, et du coup de potentiellement faire beaucoup de dégâts à la place d'un pack de 10 ou 20 Mortek Guard. Donc honnêtement, il se combine très bien, il coûte que 120 points. C'est quand même 5 points de discipline inflexible pour que 120 points. En plus, la figurine est magnifique. Vous avez l'opportunité. Attends, vraiment, nouveau mécanisme au niveau du lore, en fait, c'est un petit peu expliqué. Ouais. C'est vraiment l'efficacité clinique. En fait, le mec, il charge en mêlée et il y a une salve qui part en même temps Exactement. que lui. Ouais, C'est comme Aragorn, tu sais, c'est Aragorn dans le gouffre de M où ouais. t'as les flèches qui passent à côté de lui, tu vois. Enfin, c'est hyper stylé. Ouais. Et en plus, tu peux lui mettre plusieurs têtes. Tu peux lui mettre une épée, une hache, une lance. Il faut que t'en achètes 6 pour avoir chacune des possibilités. Enfin, c'est hyper cool, franchement. C'est une pépite, ce suzerain Mortek. On risque d'avoir beaucoup d'unités d'infanterie dans la majorité des armées Ossiark, si ce n'est avec quelques rajouts de chariots ou de Cavalos Death Rider. Et lui, il va être très 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 utile, vous allez voir. Il nous reste à voir les petits lieutenants, c'est-à-dire les mortisans, en commençant par le modeleur d'os. Alors, pour rappel, les mortisans, c'est la caste des magiciens. C'est les sous-fifres d'Arcane. Donc, c'est les magiciens du côté des Ossiark. On a d'abord le modeleur d'os, donc ce qu'on connaît en anglais comme le Bone Shaper. Lui, notre ami le Bone Shaper, il coûte 140 points. Il a pris 40 points, mais c'est normal. Parce que maintenant, il y a une harmonisation des rip-hop. Pour un PC, on va pouvoir faire revenir à moitié effectif une unité soit de Mortek Guard, soit d'Archer Mortek, entièrement à 12 de lui, mais hors de mêlée. Et ça, c'est cool parce que là, on n'est pas à 9 pas d'une unité ennemie, mais à 3,1. Donc là, du coup, on va pouvoir recharger dans une unité tout de suite après. On n'a pas besoin de bouger, on est content. Et en plus de ça, il garde sa règle iconique d'ajouter 3D au ralliement entièrement à 12 de lui pour les unités Ossiark Bone Reaper. Ensuite, on va avoir le faucheur d'armes, donc le Soul Reaper, qui était une petite pépite qu'on utilisait déjà au temps de l'index, mais là il va être surboosté et surutilisé dans la majorité de toutes les armées Ossiark Bone Reaper. Le Soul Reaper, je le rappelle, il coûte 130 points, il a pris 40 points par rapport aux 90 qu'il avait. En gros, il tape plutôt bien, il est en 4 attaques, en 3-4 et -2 dégâts D3 et en crit de hit, il garde son crit de hit lui. Il a toujours le malus de -1 pour être blessé au corps à corps qu'il inflige à toutes les unités à 3 pas. Mais là où il est devenu très fort, c'est que une fois par tour, il va pouvoir, à n'importe quelle phase de mêlée, jeter un D3 pour chaque unité ennemie au corps à corps avec lui. Sur 2+, il génère non seulement des blessures mortelles, mais pour chaque blessure mortelle qui a été encaissée par l'adversaire, c'est un point de discipline inflexible qui est rajouté à votre pool pour le round de bataille. Donc là, quand vous étiez à ok, bon, je suis à 5, je suis à 6, je suis à 7, j'ai pas sorti Catacross, bah là vous allez sortir lui justement pour vous dire à une phase précise, sachant qu'il met quand même -1 pour être blessé. Si vous mettez des bonnes petites unités à côté, vous pouvez le faire tanker assez facilement et du coup tiens, je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6 points de discipline inflexible en plus potentiellement. Vous pouvez même l'envoyer au suicide juste une fois pour dire écoute, pour le round de bataille je vais avoir plus de points de discipline inflexible. Donc pour 130 points, c'est hyper honnête. Si vous lui mettez en plus de ça l'artefact où vous touchez que sur du 5+, le mec en plus de ça il va vous mettre -1 pour être blessé, donc vous le touchez que sur du 5 et vous avez -1 pour être blessé, mais c'est intuable le truc, même si c'est que 5 PV c'est pas 4. Ensuite on va avoir le Tailleur d'âme, alors lui pour le coup il est très 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 fort. Il est très fort. Il a combien? Alors lui il est à 150. Yes, c'est un sorcier de niveau 2. Et en plus de ça il va avoir un spell qui est très cool, surtout qu'il va bien se combiner avec Catacross, parce que c'est frappe en premier sur une unité entièrement à 12 et à 1000. Alors pourquoi c'est fort? Parce que je rappelle, déjà le fait de taper en premier, c'est une bonne chose. Ça se combinera très bien avec les chariots, les capacités de corps à corps des juges morts et des Death Riders. Mais si vous faites taper une unité qui est très très forte comme les Morghast ou les Immortis, et que vous leur dites je vais taper 2 fois, la première fois ça va être en Strike First, et la deuxième fois ça va être en Strike First, Strike Last. Donc ça va annuler le Strike Last que vous vous imposez. Donc du coup vous allez pouvoir littéralement taper 2 fois de suite avec une unité grâce au spell de Soul Mason. Donc si vous avez Catacross, très souvent vous allez prendre le Soul Mason à côté. Son spell est sur du 7, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est pour pallier justement au fait qu'on le voyait venir, la double attaque en Strike First puis en Strike normal. Et enfin on va finir avec l'Ossifector,
qui lui coûte 110 points et qu'à mon avis on risque de voir aussi très souvent parce que bon en gros il a une capacité une fois par tour à notre phase de héros. On choisit soit le rampeur Mortek, donc la catapulte, soit un des deux builds de Morghast, l'Arcaille ou le Harbinger, soit le moissonneur Gothizar, donc le monstre, le Goat. Sur 3+, vous ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Vous pourrez du coup passer Reine-2 sur la catapulte, vous pouvez passer du coup Reine-3 sur les Morghast, vous pouvez passer du coup Reine-3 sur le Gothizar, et en plus de ça, on verra qu'il améliore certaines capacités du côté des catapultes. Pour 110 points, ça se prend. Donc honnêtement, on a 4 très très bons profils qui s'utilisent différemment. Le Bone Shaper, si vous avez beaucoup d'infanterie tels que des Mortek ou des archers Mortek. Le Faucheur d'armes, quasiment tout le temps, parce que vous allez vouloir générer des points de discipline inflexibles. Le Mortisan Soulmason quand vous avez Catacross. Et enfin, l'Ossifecteur quand vous avez de la catapulte, ou alors des Morghast, ou alors un Gothizar. On passe les amis aux phalanges des Osiark Bone Reaper avec les gardes Mortek, 110 points les 10, 220 points les 20, et derrière donc un mouvement de 4, un point de vie, une sauvegarde à 4 et une protection à 6. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces petits mecs ? 2 attaques en 3-4, pas de rend, dégâts 1, ils sont plus un rend contre la cavalerie. On rappelle qu'ils peuvent avoir un plus un rend aussi anti-charge, donc là ça pourrait être rend-2 sur de la cavalerie qui charge, donc ça c'est plutôt cool. Là où en fait ils sont très bons pour leur coup en points, malgré la perte du crit de hit, c'est que une fois par phase, pour toute l'armée, vous réagissez si l'adversaire a annoncé une aptitude d'attaque qui cible une unité amie Osiark Bone Reaper à 3 pas de cette unité de Mortek. Vous allez du coup soustraire 1 à la caractéristique de perforation de l'attaque qui cible l'unité amie. Donc soit vous, vos Mortek Guards sont visés au tir comme au corps à corps et vous mettez de base -1 en perforation, ou alors une unité qui est à 3 pas que vous voulez pas voir tuer, genre Catacross, et il gagne un -1 perf contre une attaque adverse. Et ça marche aussi au tir. Donc une unité à 110 points pour 10 gars qui dit à une catapulte, Gloomspite Gitz ou un bombardier à shoot, tu vas pas être -2, tu vas être -1. Et moi en plus je vais me rajouter plus un save. Et je vais aussi me mettre, parce que le plus un save c'est avec un PC, et avec le point de discipline inflexible je vais me mettre Ward à 5. Et là tu tues quasiment la létalité adverse. Heureusement que c'est par phase, donc phase de tir, phase de cac, mais pour 220 points vous avez une unité de 20 PV save à 4 qui va potentiellement se rajouter un plus de save sur elle-même ou sur une autre unité. C'est très très fort. On est d'accord, on passe maintenant à l'unité de Warcry. Intéressant, je dis unité de Warcry, mais c'est pas vrai, parce que maintenant c'est une unité qui est aussi présente dans le fer de lance, en plus des deux unités de cave dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont les cohortes terratiques. Alors ils ont changé d'identité. On rappelle que avec le mot-clé Beast, Games Workshop a voulu à chaque fois donner le mot-clé Beast à au moins une entrée dans chaque Battle Tome. C'est pour ça qu'on a vu par exemple le Varagulf avoir le mot-clé Beast en Flesh Eater. Là maintenant c'est les Terratic Cohorts qui vont l'avoir. Fluffiquement ça se tient par le fait que c'est des unités de Gur qui vont être possédées par l'envie de vouloir charger quelque chose, une grosse bête par exemple. Donc là ils vont être Beast, ils vont être bêtes, ils vont avoir un control score maximum de 1. Ils ont un seul PV désormais en save à 5. Ils ont 2 attaques en 3-4 et de -1 dégâts 1, Ward à 6. Par contre, à la phase de déploiement, ils vont pouvoir faire un mouvement normal, comme si c'était notre phase de mouvement. Donc là, vous pouvez avoir 3 unités de Terratic Cohort. Les 3 vont faire un mouvement normal. Donc là, vous avez déjà un cordon. Et en plus de ça, heureusement que c'est une fois par tour pour toute l'armée, mais c'est à n'importe quelle phase de héros, vous pouvez la faire déplacer de 3 pas. Si elle peut entrer en mêlée, elle doit entrer en mêlée. Si elle est déjà en mêlée, elle doit rester en mêlée à la fin de ce mouvement de 3 pas. Donc vous avez un Murder Lost, ou je sais plus comment on appelle ça en Iron Joe, mais le mouvement qui vous permet de faire 3 pas. C'est vraiment pas déconnant pour une unité qui coûte 90 points. Vous allez engager une unité adverse même à sa propre phase de héros. Vous lui dites non, tu bouges pas, tu restes là. J'ai pas envie que tu me charges maintenant, je suis pas prêt. Donc honnêtement là, entre les Mortek Guard plus les Terratic Cohort, vous avez de la neutralisation de létalité adverse. Très cool. On continue dans les nouveautés avec cette fois-ci les Triax Mortex. C'est rigolo, ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'on avait vu le premier archer de la mort, alors qu'en fait c'était pour Underworld. Et là ça y est, enfin la mort a une unité d'archer, enfin en tout cas les Osiark en ont une. C'est donc les Triax Mortek, on est à 140 les 10, 280 les 20, 2 tirs par tête de pipe à 18 pouces qui touchent à 3, blesse à 4, perf -1, dégâts
1. À chaque fois que vous allez tirer sur une unité, vous pouvez choisir de mettre un pion de bras 0. Il faut savoir que vous en avez 2 au début donc, de la partie. Et quand une unité ennemie a un petit bras 0 à côté d'elle, elle va avoir -3 en contrôle d'objectif. Et pour retirer ces pions, il faut avoir l'équivalent d'un soin. C'est pire que ça. Vous avez le -3 en contrôle score sur l'unité qui a le bras 0, mais aussi à toutes les unités ennemies à 3 pas de cette unité qui a ce jeton. De plus, comme tu l'as dit, c'est un peu comme les jetons de maladie, où si tu veux guérir, tu dois d'abord enlever le jeton et à la prochaine capacité de guérison, tu peux ensuite guérir ou ramener des figurines. Donc déjà, ça c'est hardcore. Cette capacité de jeton que tu poses avec les bras 0, il faut avoir visé une seule unité, ou en tout cas toutes les attaques doivent avoir visé la même unité ennemie. Il n'y a pas besoin de faire des blessures, il n'y a pas besoin de faire des PV, il y a juste besoin de dire toi je te focus. Et on a 4 jetons pour une unité de 20 et on a 2 jetons pour une unité de 10. Et en fait ce qui est très très fort, c'est que tu as juste besoin d'un pack de 10 pour être relou pour une armée adverse. Tu peux par exemple cibler à une première phase de tir une unité à gauche, à la deuxième phase de tir une unité à droite, et ben si le joueur en face il a trop regroupé son armée, il va avoir un déficit de contrôle score de 3 qui va lui être infligé sur quasiment toute son armée. Ça force en fait votre adversaire à dire je ne peux pas jouer en bunker. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça marche aussi sur la capacité de contre-tir. C'est-à-dire que votre adversaire s'avance, vous avez juste votre pack d'archers qui va tirer à la phase de tir adverse pour infliger les tokens. C'est relou. On rappelle que vous pouvez mettre un -1 en jet de protection sur cette capacité de tir. On rappelle aussi que vous avez un Headless Spell qui peut remettre un autre -1 en jet de protection. Donc au final, ça commence à être très handicapant d'affronter le tir au cirque. Des malus aux soins, des malus au contrôle score et potentiellement combiné à des malus de protection. Ouais, ça commence à saturer beaucoup. Et c'est que 140 points les 10. Et pour conclure les amis sur les archers, ils sont vendus par 20. Ouais, bah, et ça, je pense qu'on était vachement surpris de voir ça tous les deux. Oui et non, parce que les Mortec Guards sont vendus par 20 et ils sont sortables que par 10 dans la construction de liste. Mais on s'était dit, bon, dernièrement, on avait vu les Crypt Guards par exemple, les prévôts des cryptes en Flesh Eater qui étaient sortis par 10 et c'était pourtant des socles de 25. Et on s'était dit, bon, d'un côté, on avait les Ghouls par 20 et les Crypt Guards par 10. Peut-être qu'on aura les Mortec Guards par 20 et les Triax par 10. C'est pas le cas, on en a 20. C'est-à-dire que tu as déjà une unité renforcée, merci Games Workshop, dans une boîte. C'est hyper cool. Donc, moi, je pense que ça va être une des unités que je vais jouer le plus. Et en plus, elle est iconique, quoi. Fluffiquement, c'est hyper cool parce qu'ils ont l'œil de l'archer, puis un autre œil au-dessus en fait, et ça leur donne une meilleure vision en tant qu'archer plutôt que d'avoir un œil qui leur sert à rien. Du coup, ils ont un œil qui est caché ici. Donc en termes d'utilité, merci, c'est beaucoup plus clair. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont ce patch là en fait, ils ont pas d'œil sur le côté droit ou le côté gauche. C'est parce que Nagash dans sa conception des unités leur a dit vous avez pas besoin d'un œil ici, vous avez besoin d'avoir un œil d'archer juste au-dessus. Voilà. Eh bien écoute, c'est clair. Ensuite, on va aussi découvrir une nouvelle unité, pareil, trop bien. 90 points les 5, donc globalement, c'est au-delà de leurs règles, c'est aussi une super entrée pour colmater justement quelques points qui va vous rester dans une liste d'armée, ou alors aussi pour faire encore une fois cette logique de multiple small unit dont tu parlais tout à l'heure. 90 points les Faucheurs Mortis. Globalement, 2 points de vie, sauvegarde à 5, protection à 6 et un mouvement de 6, 3 attaques en 3, blesse à 4, perf -1, dégâts 1, mais anti-héros plus 1 perf, donc perf -2 sur les héros. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces petits mecs? Alors déjà, tu peux devenir perf -3 si tu as un héros qui te charge. Donc là déjà c'est plutôt sympathique. Ils ont une capacité une fois par tour, encore une fois pour un garde-fou, à la fin de n'importe quel tour. Ils choisissent comme cible toutes les unités ennemies au corps à corps avec elles. Ils infligent des 3 blessures mortelles sur 2+, comme à l'accoutumée. Et ensuite, cette unité de Faucheur Mortis peut se déplacer de 6 pas en traversant les portées de mêlée des autres unités ennemies, mais elle doit finir hors de portée de mêlée. Donc en gros, ils lâchent le cache, la petite grenade fumigène, ils mettent des petits coups de couteau et ils se barrent. Donc il y a vraiment cette identité d'assassin, je me replie, j'ai fait mon petit coup et je me barre. Ensuite, il y a une autre capacité qui est un peu plus situationnelle. C'est une fois par tour, encore une fois en garde-fou, à n'importe quelle phase de mouvement, ceci dit. Donc ça, c'est cool. S'il n'y a pas d'unité ennemie à 6 pas des Mortis Reaper, vous pouvez choisir comme cible un élément de terrain à 3 pas d'elle. Et en gros, vous pouvez retirer l'unité du champ de bataille et la replacer entièrement à 3 de cet élément de terrain que vous avez choisi et à plus de 9 de toute unité ennemie. Donc en gros, ça vous permet de passer derrière un élément de terrain. C'est situationnel mais en même temps très relou pour votre adversaire parce que imaginez, vous êtes à 6,1 donc votre adversaire il a pu que se mettre à 6,1 donc à une charge à 6 et vous dites à votre adversaire c'est tout ce que tu peux faire, donc du coup tu te replaces derrière le décor
Donc déjà, tu as fait littéralement, je pense, un bon petit 5-6 pas de déplacement, de téléportation. Et du coup, tu exportes la charge adverse derrière un décor. Donc tu dois non seulement rajouter les pas que tu as mis entre toi et ton adversaire, mais aussi les pas que ton adversaire va devoir rajouter dans le contournement du décor. Donc c'est vrai que ça peut être une unité qui est assez insaisissable. Et on rappelle, 90 points les 5, une petite unité de 10 à 180 pour 20 PV de 10 figurines qui vont quand même avoir 3 attaques par tête. Ça commence à vite cibler du héros. Ça commence à être quoi 30 attaques, 31 attaques en Rennes-2 contre des héros, c'est pas mauvais pour 180 points. Ensuite, on va parler d'un double kit avec les gardes Immortus ou les rôdeurs de la nécropole. Donc pour ceux qui aiment bien les rois des tombes, c'est un peu l'équivalent des Ushapti. Donc on a d'abord les gardes Immortis qui étaient avec les Necropolis Stalkers, l'unité phare non seulement durant le temps de l'index, mais aussi durant la V3. Donc les gardes Immortis, ça reste toujours 4 PV, Seva 3, ils sont passés à un mouvement de 5, Ward à 6, contrôle score de 1, ils ont 3 attaques en 3-3, Rennes-1, dégâts 2, donc anti-charge, Rennes-2, dégâts 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une capacité une fois par phase, pour toute l'armée, c'est à n'importe quelle phase de mêlée, et en gros, ils disent qu'ils choisissent une unité ennemie qui est en mêlée avec cette unité et qui a chargé. Donc encore quelques garde-fous, mais la contrepartie, c'est que du coup, l'unité ennemie ne peut pas bénéficier des aptitudes d'armes d'attaque de mêlée, sauf s'il y a des armes de compagnon. Mais en tout cas, si par exemple vous vous retrouvez contre des unités de cavalerie qui ont plus 1 dégât en charge, c'est mort. Si vous vous retrouvez contre des unités qui ont anti-infanterie perf plus 1, c'est mort. Donc en fait, une simple unité renforcée d'Immortis en cordon, c'est un très bon fer de lance à faire avancer, peut-être avec des Terratic Cohorts ou des Mortec Guard. Vous pouvez mettre les Mortec Guard juste derrière pour leur dire, en plus d'avoir une Seva 3, je vais avoir une dégradation de 1 de la perforation et me mettre un plus 1 PC, un plus 1 save avec un PC. Donc là, on passe en save techniquement à 1. Donc honnêtement... Et pour un pion, protection à 5. C'est exactement, bah voilà, t'as tout dit. Donc en fait, c'est pour ça que je disais, si t'imbriques un peu tout, et que tu organises bien ta liste, tu commences à faire queener ton adversaire. Ouais. Et alors, versus les rôdeurs qui finalement, eux, bougent de 7, donc de 10 potentiellement pour un pion. C'est ça. Et ben eux, ils avaient une capacité durant toute leur vie d'AOS, que ce soit en V2, en V3 ou pendant l'index, c'est qu'ils avaient 4 formes différentes à adopter. Soit c'était, tu avais plus un perf, plus un touche, plus un bless, ou alors tu mettais des malus, etc., etc. Là, ils ont harmonisé un peu le tout. Il y a une seule capacité, c'est une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée. C'est tout simplement que vous choisissez une cible et vous lui faites un anti-masse, ce qu'on appelle un anti-masse. Donc vous jetez autant de dés que le nombre de figurines adverses dans l'unité adverse. Pour chaque 6, c'est une blessure mortelle. Par contre, si l'unité de Stalker a 3 ou plus figurines, et ben là c'est un anti-masse à 5+. Ça a toujours 4 attaques en 3-3, Rennes-2 de perf. Donc là ça peut monter à Rennes-3 sur une charge adverse. Que dégâts 1, c'est une bonne petite unité d'élite pour aller prendre de l'élite ou alors pour aller choper de la horde avec l'antimasse. Ils sont restés à 140 points, donc c'est honnête, mais je pense qu'on ira chercher autre chose pour ce prix-là du côté de l'infanterie. Ce qui n'est pas grave, on les a beaucoup vus. On les a beaucoup vus, et je pense que Games Workshop, tout comme on le voit avec Catacross ou d'autres unités, a envie de dire, allez, on se calme un peu sur eux, vous avez acheté tous ces gars-là, on va vous permettre d'acheter d'autres unités. Yes, on passe maintenant sur le kit le plus vieux de la gamme Osiar, qui sont les Morghast, deux versions, les Morghast Ashai et les Morghast Émissaires. Est-ce que tu peux nous les présenter? Et bah, clairement, ils n'ont pas changé par rapport à l'index et à l'accoutumée. C'est toujours 6 PV des deux côtés, mouvement de 10 des deux côtés, contrôle score de 2, protection à 6. Une sauvegarde à 3 du côté des arcailles, une sauvegarde à 4 du côté des émissaires, donc ce qu'on connaît comme les harbingers. Ils ont le même profil d'attaque, 3 attaques en 3, 2, Rennes-2, donc anti-charge en Rennes-3, dégâts 3. Ils ont plus 1 en perf contre les monstres. Anti-charge, anti-monstre, Rennes-4. Ouais, bah vas-y, charge-les. Vas-y. Porte tes noix de coco et charge-les. Donc voilà, ils ont gardé le crit de hit des deux côtés parce que pour 260 points pour les deux arcailles et 250 points pour les harbingers, c'est vrai qu'on aurait un peu tiré la tronche si on n'avait pas gardé le crit de hit, qui du coup passerait sur du 5 avec le spell. Ce qui va différencier les deux unités, c'est leur capacité spécifique. Donc pour les arcailles, on va avoir une protection à 3 contre tout dégât infligé, soit par les manifestations, par les spells ou par les prières. De l'autre côté, ils vont avoir une harmonisation de leur capacité de buff sur les lancements de sorts. En gros, à n'importe quelle phase de héros, et c'est une fois par tour,
Sur 3+, on chope un héros Ossiarch ami qui est un sorcier et on lui donne +1 en jet de lancement de sort. Ça, c'est très fort parce que vous le faites à votre tour et au tour adverse. Donc, vous avez +1 ou +2 si vous êtes arcane grâce à eux sur 3+. C'est surtout que vous palliez au -1 du lancement de sort pendant la phase de héros adverse. Et du côté des Harbingers, donc des émissaires, ça n'a pas changé, ils chargent toujours à 3d6. C'est honnête, on rappelle que vous pouvez les lâcher avec notre ami Nagash, que ça peut commencer à taper très vite et très fort, et que de l'autre côté, on verra avec un certain Goat, vous pouvez ramener une de ces figurines de 6 PV à chacune de vos phases de héros. Donc honnêtement, on commence à voir le build de Nagash qu'on avait vu au début de la version, au début de la V4, en revenir progressivement. T'as parlé d'un Goat, on va donc passer sur le moissonneur de Goatizar. Exactement, le Goatizar Harvester en anglais. Donc ils ont harmonisé son profil d'attaque, donc c'est 6 attaques en 4-2, typique pour un monstre. Reine -2, dégâts 3, donc potentiellement reine -3, dégâts 3. 10 PV save à 4, un mouvement de 6, contrôle score de 5, protection à 6. Et ils ont harmonisé, enfin ils ont simplifié sa capacité qui lui a toujours été propre, celle de faire récupérer des figurines en fonction de ce que vous avez tué. Cette unité est soit pleine, soit vide. Elle commence la bataille en étant pleine. Une fois par tour, à la fin de n'importe quel tour, on jette un dé pour chaque unité ennemie qui a été détruite pendant la bataille, et on ajoute 1 à chacun des jets de dés si le Goatizar a tapé pendant ce tour. Donc du coup, sur 4+, on devient plein. Donc très souvent sur du 3+, pour 1, 2 ou 3, voire 4, 5, 6 dés, si ça s'est barré un peu en sucette pendant la baston, vous allez être plein. Donc très facile de rester plein. Et une fois par tour, et c'est là où c'est le GOAT, à votre phase de héros, si cette unité est pleine, choisissez comme cible une unité Ossiarch ami et entièrement à 12 d'elle. Vous ramenez une figurine tuée dans l'unité cible, il n'y a aucune restriction de nombre de PV, comme on avait pu l'avoir avant. Si la cible a une caractéristique de santé de 1, c'est 3 figurines dans l'unité qu'on ramène au lieu de 1, et ensuite le Goatizar repasse en étant vide. Donc je rappelle, vous pouvez ramener 4 PV de Stalker, d'Immortis, 6 PV de Morghast, 3 PV d'Archer, 3 PV de Mortegard, une figurine de 2 PV de Mortis Reaper. Pour 200 points, on va pas en prendre 2, mais on va au moins en prendre 1 parce que sa capacité une fois par tour, parce que si on met un pack de Mortec à côté, l'unité de tir qui va vouloir tirer sur les monstres va quand même avoir une dégradation de 1 en perf à côté de lui, plus la ward à 5, plus le +1 pour sauvegarder. Il tape un temps, 6 attaques en 4, bon, qui passera à 3, -2, 2, dégâts flat 3, c'est ok. Hein. Et tu peux lui mettre le crit de hit. Donc honnêtement, pour 200 points, ça se prend. Et ça se combine très bien avec les armées d'infanterie, qu'elles soient élitistes ou qu'elles soient populeuses. Donc honnêtement, merci Games Workshop de nous avoir reformulé son War Scroll. Et du côté d'un autre War Scroll, que allez, on va page 71. Exactement. C'est la page 71, celle qui a empêché certaines personnes de dormir, la catapulte, Romper, Mortec, on est à combien ? 250 points. Pour 4 tirs à 24 pouces, crit 2 touches flat, qui touche à 4, blesse à 2, perf -1, dégâts D3 plus 2. À savoir qu'une fois par tour, vous allez pouvoir choisir aussi de mettre plus un dégât si jamais vous tirez D3 plus 2 dégâts. Et quelles sont ces aptitudes ? Eh ben, ces aptitudes sont très intéressantes. Déjà, on va avoir une fois par tour pour toute l'armée en phase de tir. On a annoncé une aptitude de tir avec cette unité. Après que l'attitude de tir a été résolue, si toutes les attaques de cette attitude de tir a visé la même unité, on va lancer un dé. On a +1 si on est entièrement à 12 d'un ossifecteur, qui je rappelle ne coûte que 110 points. De l'autre côté, on va rajouter un autre +1 si on a un autre rampeur Mortec qui a choisi la même unité ennemie comme cible de toutes ses attaques. Et sur 4+, donc potentiellement 3+, ou 2+, on va mettre un frappe en dernier à la cible ennemie. Je rappelle que cette catapulte bouge de 5 et tire à 24 pas, donc portée de 29. Sans compter les 3 pouces de mouvement qu'on peut se donner avec la discipline inflexible. Donc 29 plus 3, 32 pas. Et enfin, on va avoir la capacité qui la rend un peu crunchy, c'est qu'une fois par tour pour toute l'armée à notre phase de tir, on va dire que cette catapulte a +1 en perforation contre les décors de faction et va avoir +1 dégâts avec ses armes de tir contre les décors de faction. Donc si on commence à imbriquer un peu le tout, on a 2 catapultes, donc 500 points. Un ossifecteur, donc en tout ça ferait 610 points. On aurait 8 attaques, dont 4 qui seraient D3 plus 3 contre les terrains de faction, Reine -2, voire Reine -3
grâce à l'ossifecteur sur un 3+. Et ça, c'est juste sur un terrain Ouais. faction. Vous pouvez, en plus de ça, lui faire avoir le crit de hit sur du 5+, avec un spell. Donc, pour 600 points, vous pouvez avoir 8 attaques en crit de hit sur du 5+, en 3 d'un côté, en 4 de l'autre, en 2+, d'un côté Ren-1, de l'autre côté potentiellement Ran-3 sur une cible spécifique, en D3+3 d'un côté et D3+2 de l'autre. C'est hyper fort. Pour 600 points, vous avez juste votre armée de tir et vous avez un potentiel suzerain Mortec que vous mettez pas trop loin pour la faire tirer en phase de corps à corps. Imaginez, vous la faites tirer en phase de corps à corps parce que votre suzerain Mortec a tapé dans le décor luminette et maintenant vous la refaites tirer sur le décor luminette. Et ben merci beaucoup. Même si c'est que à la phase de tir que tu as les bonus sur les terrains de faction, ça reste très intéressant. Donc honnêtement, merci Games Workshop parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu la possibilité d'avoir non pas une, mais 2 catapultes comme à l'époque de la V2. Donc moi je suis très séduit par ce qu'ils nous ont fourni en termes de War Scroll. On a fait le tour, mon Mila, de l'intégralité de ce livre d'armée. Il nous reste à voir les armées et détachements de renom. Eh ben, on va avoir 2 armées de renom qui vont récupérer un peu la sauce qu'on avait pu perdre dans ce BT-là dans l'armée générale. On va avoir la lance d'Ossi. Donc là, vous allez jouer full cavalerie. Il faut forcément que vous ayez l'archicavalos Xanthos en tant que général et dans votre liste d'armées. Vous pouvez jouer suzerain cavalos et suzerain cavalos sur chars de guerre. Vous pouvez jouer les chars de guerre et la cavalerie. Vous ne pouvez pas mettre de régiment de renom ni de terrain de faction. Donc dommage, il va falloir regarder derrière soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez accès aux mêmes caractéristiques de bataille en ce qui concerne la discipline inflexible que dans l'armée générale. Cette fois-ci, vous n'aurez que maximum 7 points dans votre armée de discipline inflexible. Et là, on va commencer à récupérer quelques capacités qu'on avait dans l'index. C'est-à-dire, là, on va avoir pour une discipline inflexible, toujours avec les mêmes restrictions, en fonction des renforcements ou non, plus 2 sur la caractéristique de mouvement, mais cette fois-ci on peut courir. Là ensuite on va avoir une autre capacité de discipline inflexible en phase de mouvement qui va empêcher un redéploiement adverse à une unité ennemie à 12 pas. Et il y aura encore une fois la même restriction, 1 point si c'est une unité normale, 2 points si c'est une unité qui est renforcée. Ensuite on va récupérer les crits de hit, cette fois-ci en phase de charge pour le restant du tour. Et ça c'est une discipline inflexible sur la phase de charge, à n'importe quelle phase de charge, donc ça c'est intéressant. Et enfin, on va récupérer la puissante perforation qu'on avait dans l'index à la phase de combat. Ensuite on va avoir la capacité passive de faire des enfoncements, donc des power through, sans avoir besoin de viser une unité qui a moins de PV que soi-même. Donc ça déjà c'est vraiment pas mal. Et enfin, pour farmer du point de discipline inflexible, le trait héroïque dit que si l'archicavalos Xanthos n'est pas entièrement à 12 pas de l'unité qui a ce trait héroïque, vous gagnez automatiquement 2 points de discipline inflexible et c'est uniquement à votre phase de héros. Et enfin, on récupère le home de tyrannie qu'on avait dans l'index qui mettait un malus de 3 points de control score aux unités ennemies tant qu'elles étaient à 12 pas. Et enfin, on va passer sur une armée de renom qui est très très drôle. C'est la myriade du néant qui avait fait beaucoup de malheureux en V3. Donc en gros, c'est l'armée d'Arcane le Noir, donc que des magiciens et de l'infanterie. Donc Arcane le Noir doit être dans l'armée et générale. On a que en héros des mortisans. Et enfin, on a que de l'infanterie. Donc tout ce qui est Stalker, Mortec, etc., etc. On va avoir une protection à 4 contre tout ce qui est sort, prière et manifestation. À chaque phase de héros, et c'est une fois par phase de héros, on va prendre une unité à nous qui est en contact au corps à corps avec une manifestation. Sur 3+, la manifestation est bannie et on va guérir ou ramener autant de figurines que le nombre de PV égal à la caractéristique de PV de la manifestation. Donc si votre manifestation que vous avez bannie est égale à 10 PV, vous pouvez ramener soit 10 Mortec, encore une fois sans dépasser le maximum de votre effectif, ou vous pouvez ramener l'équivalent de 10 PV de votre unité, je sais pas moi, de Morghast, de Stalker. Et enfin, la capacité qui donne de la sauce à cette armée de renom. Pour vous la faire courte, à chaque fois qu'on fait un jet de lancement avec Arcane le Noir, un jet de lancement de sort, si Arcane le Noir ne fait pas un fiasco, que le spell passe, mais qu'en plus de ça, le spell est lancé avec un double, en rappelant qu'il a un bonus de +1, et ben là, le spell ne peut pas être dissipé. Le vieillissement se passe sur du 7, mais on rappelle que avec un +1, vous avez juste besoin d'un 6. Donc sur un double 3, votre vieillissement ne peut pas être dissipé. Et on rappelle que le vieillissement, certes en stade, vous allez faire entre 1 et 5 blessures mortelles, why not? Sauf que si t'en fais 8, c'est rideau pépito. C'est rideau pépito, voilà comme tu le dis. Et au final, vous empêchez à une armée comme Tzeentch ou comme Luminet de dire TG,
tu enlèves ton spell. Donc ça, c'est très cool. Et on va voir aussi que les régiments de renom sont assez sympathiques. Assez sympathique, on commence par le premier, c'est le héros de la dîme d'os qui peut être mis sur les Flesh Eater courtes, les Night Taunt et aussi sur les Soul Blight. Donc toute la mort, de toute façon ça vaut pour tous les régiments de renom là, des Ossiarques. Il coûte 510 points, donc ça c'est son gros bémol. Pour 510 points, on va avoir Vokmortian en mini Be'lakor, donc les Immortis comme tu l'as dit, et les Mortegarde pour dégraisser la perforation. Et on va avoir en plus de Vokmortian qui te dit tu ne fais que des trucs de base et à chaque truc de base tu vas prendre des BM. Là il va dire sur du 7 pour le restant du tour, à chaque fois que l'unité ciblée par le spell annonce une aptitude de corps à corps, il va devoir dépenser un CP pour effectuer cette aptitude de corps à corps. Cette aptitude de corps à corps ne compte pas comme étant un ordre. Si l'adversaire ne peut pas utiliser un PC, l'aptitude de corps à corps n'a du coup aucun effet. Donc ça c'est très fort. C'est vrai que sur une unité qui coûte 140 points dans le BT, pour 510 points on va commencer à avoir 2 cordons et le petit gars qui va te dire TG tu fais rien. Et de l'autre côté on va avoir le briseur de siège de Karatet qui fait mal à la tête parce que on va avoir un ossifecteur et une catapulte. Ça va être une très bonne unité de tir dans toutes les armées de la mort, même si on préférera je pense les avoir en Ossiarch Bone Reaper. Et en gros vous allez mettre face à un spell, grâce à ce régiment de renom, une protection à 5 sur la catapulte. Ok, ce dernier régiment de renom, il est à 360. Est-ce que toi, tu as envie de l'intégrer? C'est-à-dire qu'est-ce que pour 360 points, le fait d'avoir une catapulte, est-ce que c'est bien ou pas? C'est-à-dire que demain, tu l'as dans les Soul Blight, les Night Haunt et du Fake. Est-ce que tu as envie d'avoir justement ces 4 tirs en dégâts des 3+2? C'est séduisant à première vue, mais en fait, c'est peut-être un poil trop cher. Parce que pour 360 points, tu vas avoir beaucoup de ressources dans ces 3 BT. Ouais. Tu n'as qu'une seule avec catapulte. des styles vraiment faits. Enfin, tu vois, un Haunt Nuit, en vrai, il est tellement agressif. Alors peut-être moins aujourd'hui avec le nerf, mais... Non, mais même, tu vois, 100 points la Banshee, quoi. Les 4 Banshee, pour 200 points, t'as 8 Banshee. Et pareil, en fake, 360 points, c'est un Terrorgeist, quoi. Enfin, c'est même plus c'est 100 points de plus qu'un Terrorgeist. Donc au final... T'as qu'une seule catapulte, tu vaux exactement le même prix, tu vois, t'as pas de réduction sur le coût en points. Certes, t'as un spell, mais qui est un peu anecdotique, quoi. Ward à 5 sur la catapulte, ok, cool, mais j'ai envie d'autre chose. Tu vas avoir sur 3+, le plus un rend sur la catapulte, et tu vas pouvoir mettre sur 3+, le strike last. Mais encore une fois, je préfère aller jouer en Ossiarch de catapulte que de prendre une catapulte qui va puiser dans les ressources d'une autre armée de la mort, sachant que là je vais parler pas que en solo mais aussi en équipe. En équipe je préfère avoir un joueur Ossiarch qui a 2 catapultes et je préfère aussi avoir mon joueur de la mort qui a toutes ses ressources. Donc honnêtement un peu anecdotique ce régiment de renom, mais très sympa si vous voulez surprendre vos adversaires. Yes, on a fait le tour de tout ce qui va faire l'armée des Ossiarch Bone Reaper et c'est rigolo parce qu'encore une fois, première lecture. Ah ouais. En fait, c'est difficile de retirer ses anciens habits. C'est ça. Et quand on commence à voir là où Game Workshop a voulu aller en termes de game design, mais en fait, c'est hallucinant de voir aujourd'hui l'état d'Age of Sigmar quand tu vois la qualité d'écriture des livres d'armée. Bien évidemment, je parle pas des premiers, je parle pas des erreurs qu'il y a eu par le passé. Encore une fois, de faire les premiers Battle Tom, malheureusement, sont toujours ceux qui peinent un petit peu parce qu'en fait, en gros, c'était un copier-coller des index. Mais une fois que Game Workshop l'a compris, il y a une qualité d'écriture, une recherche de game design qui est ultra alléchante. Et finalement, même aujourd'hui, les reproches qu'on pouvait faire sur la façon dont on construit les listes, globalement, ça a sauté. Maintenant, on fait un petit peu ce qu'on veut avec les personnages et ainsi de suite. Il n'y a plus que la saison qui peut ne pas plaire. Mais globalement, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi en tant que joueur Ossiarch ou juste joueur, enfin, esprit Wargamer. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors, chaque armée de la mort a un game design qui lui est propre. Exactement. Donc déjà, merci Games Workshop parce que vous avez su changer Ossiarch Bone Reaper à un moment où ça avait besoin de changer, à un moment où c'était un peu trop frustrant de jouer à chaque fois la même chose et pour les adversaires de jouer à chaque fois contre la même chose. À première vue, moi les 2-3 premières fois que j'ai lu le BT, j'étais dubitatif, j'étais en train de me dire non mais c'est pas possible, ils ont tué l'armée. Et en fait quand j'ai commencé à lire entre les lignes et à analyser, ok, il y a tel combo qui marche avec tel truc. En fait, comparé à des BT comme Luminette ou Zinch où c'était très obvious qu'il fallait lier 2 War Scroll ici ou là et c'était bon. Là, il fallait lier 2-3 War Scroll plus un trade co plus un spell et compagnie. Mais tu te retrouves à jouer quelque chose d'intéressant, de vivifiant en vrai pour quelque chose qui est mort. Voilà. Et honnêtement, je suis très content de voir qu'on est passé là-dessus, surtout en Ossiarch Bone Reaper. Il faut aussi se rendre compte, encore une fois, notre passion coûte cher. Oui. Quand, entre guillemets, d'une allée à l'autre, Game Workshop est capable de faire un grand écart par rapport à ton gameplay, oui, c'est trop bien. Oui.
Franchement, enfin, tu vois, tous les joueurs Osiar qui étaient un petit peu plan-plan, enfin, moi je me rappelle très bien quand l'armée était sortie et que les gens ils jouaient 60 Mortec, tu vois ce que je veux dire? Je ne me sens absolument pas visé. C'était nul, c'était à chier, excusez-moi de le Oui, dire. non mais oui. Là, n'importe qui peut faire cette armée, c'est joli, il y a des chars, il y a de la cavalerie, ça bouge, enfin, ça rebouge. Oui, ça rebouge. Et puis aussi, pour les gens qui ont un peu de nostalgie de battle avec les rois des tombes, à la base c'était un peu le roi des tombes d'AOS, mais on manquait par exemple de chars, on manquait d'archers. Là, ça y est, on les a. On a de la variété, on peut jouer tout et n'importe quoi en Osiark, on n'est pas là à revisiter soit une unité d'élite ou une unité de horde. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que, je vais prendre l'exemple des archers, on a toujours eu tendance, quand des nouvelles unités d'archers sortaient pour des armées nouvelles, d'avoir des trucs pétés, des trucs qui étaient horribles à jouer ou à affronter, et ils ont enfin réussi à prendre une unité d'archers et de dire on va vous mettre bien, mais pas trop. On va pas avoir le syndrome de l'archer luminette. Et ça franchement c'est cool. Donc honnêtement, Games Workshop a fait du très très bon boulot. On s'est très bien déporté de l'index. On a une nouvelle identité qui est unique, notamment au sein de la mort, mais aussi au sein de tout Age of Sigmar. Oui, il faut assumer le fait qu'on a une cavalerie qui ne charge pas avec des dégâts 2, mais qui peut faire des oiveries. Et ça, franchement, c'est cool. Yes, écoute, pas mieux. Pas mieux. Ça fait vraiment plaisir de voir en plus de ça que Game Workshop a déjà sorti 3 livres d'armée. C'est ça. Alors qu'on n'est même pas encore en mars. Donc franchement, c'est trop cool. Et surtout que voilà, encore une fois, on voit quand même une certaine différence dans le level d'écriture ou le côté obvious qu'on peut voir chez un Tzeentch ou chez un Luminette. Mais je tiens à remercier Games Workshop pour ce BT parce que c'est un challenge. Je tiens à le dire honnêtement, j'invite tous les joueurs qui se trouvent être compétitifs, qui sont bons ou qui veulent se parfaire, ou les joueurs Osiark historiques, à se challenger avec ce Battle Tome, parce que si vous arrivez à imbriquer tout ce qu'il faut, à trouver les portes ouvertes qui ne sont pas trop débiles, et à faire quelque chose de beau, et à devenir un véritable musicien, et à dérouler votre partition, là vous allez voir que vous allez atteindre un niveau que je pense très peu de personnes ont atteint dans tout AOS. Et en plus, quand tu l'affrontes, Miladin, je n'aurais pas peur parce que tu marches à mes côtés. Exactement. Dans la vallée de la mort. Dans la vallée de la mort. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu nous présenter ce petit Battle Tome. Les amis, on espère clairement que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Une fois que c'est fait et que vous voulez mettre vos potes à Age of Sigmar, n'hésitez pas aussi à booster la vidéo. Un grand merci bien évidemment à Arcada Studio d'avoir sponsorisé cette vidéo pour mettre le digne héritier de HeroQuest, justement avec une nouvelle version du jeu, Erune, l'édition Adventure, qui est en plus de ça disponible seulement depuis vendredi dernier. Donc c'est tout frais dans toutes les bonnes boutiques ludiques. Les amis, si jamais vous voulez aussi supporter Fred MCO, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, je mettrai le lien en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.